Oui, samedi sport sur la référence sportive. C'est comme tous les samedis, on a commencé avec l'Europe, après on est revenu sur le plan national, on a parlé basketball, on a parlé de beaucoup de choses ensuite et puis désormais on va faire place au football avec plusieurs sujets, notamment dans une semaine, vous le savez, la SCK ira chercher sa qualification pour les phases de poule là-bas à Kinshasa face à Vita Club, l'AS Vita Club d'un certain Florent Ibenge. Maranatha, de son côté, sera du côté de Bamako pour ce match retour contre Djoliba AC. C'est une défaite pour les messagers, vous le savez, à Lomé, 1-2 et ça serait très compliqué. Mais nous sommes en football, tout est possible. On parle également du match de demain entre le Togo et le Nigeria. Puis cette réunion entre la Fédération togolaise de football et les clubs, une réunion qui lance définitivement la saison 2019-2020. On va parler. Henri Akodo, merci d'être là, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Sport FM. Nous avons également en studio Mama Uyao, vous le connaissez, c'est le secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. Bonjour. Bonjour Monsieur Nounyama, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM et bonjour à tout le peuple sportif togolais, puisque je suis raga et hardi parce que le football togolais essaie d'évoluer normalement. Très bien, même s'il reste beaucoup de choses à faire, ça évolue, on peut le dire. Et voilà, on va parler de la SCK qui joue dans une semaine, on peut le dire, du côté de Kinshasa pour essayer, pour tenter de rentrer dans les phases de poule comme l'a fait un certain Estogopor il y a 2 saisons. Vous savez, la dernière fois au stade de Kégué, il y a eu ce match aller entre les chauffeurs et puis les dauphins noirs de Kinshasa. À l'arrivée, c'est 0 partout entre les deux clubs. Au sortir de ce match, on a interrogé Kassim Gouiazou, c'est l'entraîneur du club. Je vous propose de l'écouter. On a voulu prendre de l'avantage, mais ce n'était pas le cas. Mais nous, on ne baisse pas les bras. Le football, c'est un jeu. On peut aller chez eux, les surprendre. Et nous, on est sûr et on a des valeurs et on pourra compter sur eux. En première partie, comme le nom, les jeunes, les a trop respectés. On a dit que le football, chacun a son temps fort. Donc, à ces cas, on doit écrire notre page. Et c'est là, ils n'ont pas bien saisi le message. Mais ce n'est qu'en deuxième partie, quand on a fait le changement et on a modifié notre plan de jeu. Vous avez vu, comme toujours, ACK en deuxième partie est plus fort. Sauf qu'on n'a pas concrétisé nos occasions de but qu'on a eues. Vraiment, c'est une équipe qui est très en place. Donc, nous, on a essayé de voir sur leur individualité. Et on joue là où ils créent les espaces, ils laissent derrière les latéraux qui montent. On a essayé de trouver nos excentrés qui vont vite. Sauf que ça a beaucoup marché, mais on n'a pas eu à concrétiser nos buts. À l'instant, Kassim Gouiazou, l'entraîneur des chauffeurs de la COSA, Henri Akodo, on fait un petit retour sur ce match aller entre Vita Club et les chauffeurs de la COSA ou bien les chauffeurs de la COSA Dauphin Noir. Mais là, beaucoup craignaient quelque chose. Mais là, la SCK a quand même montré quelle était cette équipe, a montré quelle était, on va dire, au niveau des Congolais. Exactement, j'étais agréablement surpris par la prestation des conducteurs de la CARA, des chauffeurs de la CARA la fois dernière au stade de Kégué. On a vu une équipe très disciplinée tactiquement, très rigoureuse défensivement et qui a également fait preuve de beaucoup de créativité en attaque. Sauf que sur le plan de la lucidité, de l'efficacité, on n'a pas senti cette formation de la SCK. La SCK a joué en 4-2-3-1. C'était l'animation tactique de Kassim Gouiazou au départ. En deuxième partie, on a vu que cette animation-là a été reconduite, sauf qu'il y a eu des changements qui pouvaient être payants, sauf que la lucidité n'était pas au rendez-vous. On a senti que dès la rentrée de Manidia dans sa pôle, on a vu, de par ses qualités, de pouvoir organiser le jeu au milieu de terrain, de par son placement et ses déplacements également. Il a transpercé les 2 rideaux défensifs à travers ses passes assez impressionnantes, mais malheureusement, Agro Ashraf a fait preuve de maladresse devant. Agro Ashraf, pour moi, c'est celui qui a déjoué
tout simplement dans cette rencontre-là, parce que sur ces appels, contre-appels, on a vu qu'il s'enfermait dans cette charnière centrale des joueurs de l'AS Vita Club. Il va falloir travailler cet aspect-là également. Un autre aspect à travailler, c'est sur les phases de dépassement de fonction. On a senti que les deux latéraux, notamment Bodé Abdul Sabourt et Rouak Bangala, ont eu à bien gérer leur tâche défensive, sauf que sur les phases de transition offensive, on ne les a pas vraiment sentis apporter cette plus-value-là à cette animation offensive. Il va falloir travailler sur ces aspects-là pour permettre à cette formation de la SCK de pouvoir aller surprendre les joueurs quinois dans leur entre où ils sont vraiment imprenables, le Stade des Martyrs de 80 000 places. Et voilà, Mama Wiao, est-ce que la dernière fois, les chauffeurs n'ont pas trop respecté les Dauphins noirs? C'était pour la plupart des joueurs à 80% qui n'ont pas joué à ce niveau. C'était une petite remarque. Je pense que c'est ça qui a pesé en début de partie. Et vers la fin, ils ont pris le pôle de la chose. Et au retour des vestiaires, j'étais ébahi, j'étais abasourdi d'ailleurs. J'étais étonné de voir l'ASK monter le niveau au niveau africain. J'étais très content de ce jeu-là, ce jeu où les gens répondaient. J'avais apprécié d'ailleurs l'entrée de Mani Sapol. Je pense que c'est des valeurs comme ça qu'il faut véhiculer, qu'il faut donner aux jeunes. Quand on est au banc, on attend son moment et on surgit pour montrer ce qu'on sait faire. C'est ce que Mani a fait. Je félicite d'ailleurs le coach. Je ne sais pas comment il s'est arrangé pour avoir cette discipline tactique en deuxième mi-temps. Je ne sais pas comment il a fait son discours. Je pense qu'il doit être dans cette même lancée. Et je salue aussi la rigueur et la discipline des joueurs en ce sens que aujourd'hui ils ont ce mental du plus haut niveau. Parce qu'au plus haut niveau, quand on perd les balles ou on ne reçoit pas la passe ou au moment où on devait la recevoir, on ne reste pas là à se chamailler. L'action est finie, on recommence. L'action est finie, on recommence jusqu'à ce que la machine soit huilée et on marque des buts. Malheureusement, on a raté beaucoup d'occasions. Agoro Ismaël, Agoro Ashraf, ils ont raté des buts par manque d'expérience à ce niveau. Parce qu'une balle à piquer, il faut la piquer. Il ne faut pas taper quand on est à 2 mètres du gardien qui sort. Donc, ils sont excusables. Mais je voudrais relever aussi que Nan, que je connaissais, a un peu déjoué, mais par moment, il a eu à dévier beaucoup de balles. Je voudrais aussi souligner le recrutement de ce joueur longiligne qui a été dans l'entrejeu de... Kililou Isaka Alassani, non Alassani Kililou, l'ancien de Gomido, non? Oui, je l'avais vu jouer l'année passée, mais je n'avais pas mesuré sa valeur. Je n'avais pas mesuré son jeu. Il a éclaboussé le match de son talent. Je vous assure, ces joueurs, on en a besoin dans toutes les équipes, comme les Gattuso, comme les Vieira. Il y avait aussi Diarra qui avait joué au niveau de Real Madrid. Et Kililou est l'homme du match. Ce n'est pas parce qu'il a illuminé le match par ses gestes techniques. Il était présent sous toutes les balles. Il faut monter sur l'adversaire et il était présent. Je pense que ce seul recrutement, je peux m'en féliciter pour le recruteur de ASK. Le jeu était plaisant. Je pense que quel discours il faut donner à ces jeunes? Moi, je voudrais qu'on leur pose 2 questions et qu'ils répondent franchement devant les responsables, les yeux dans les yeux. Est-ce qu'ils peuvent aller, c'est à transmettre aux jeunes, je ne leur dis pas puisque je ne les ai pas sous les yeux, c'est les responsables ou l'entraîneur qui doit poser ces questions et ils doivent répondre en groupe. Est-ce qu'ils peuvent aller braver là-bas les cris des supporters? S'ils disent oui, c'est parce que ça sort du cœur, ils pourront le faire. Est-ce qu'ils peuvent là-bas aller répondre du tic au tac et répéter le jeu de la deuxième mi-temps? S'ils répondent oui, je pense qu'ils reviendront avec la qualification. Bien, pourquoi pas. Bonjour John Atisso. Bonjour Franck. Tout va bien? Tout va bien. Bien. On fait un petit retour sur le jeu produit par la SCK. Il y a une semaine face au Dauphin Noir, face à l'AS Vita Club. Beaucoup avaient quelque part peur. Que oui, l'AS Vita Club, c'est un habitué. L'AS Vita Club, oui, c'est toujours les compétitions continentales. Oui, l'AS Vita Club, c'est la RD Congo, donc compliqué pour le club togolais. Mais à l'arrivée, on a vu un match nul, méritoire pour le club togolais. Même, on a eu des regrets à la fin. Pourquoi ?
pourquoi ne pas prendre une petite avance par rapport à cette équipe? Mais beaucoup disent que c'est le manque d'expérience. C'est un peu, on va dire, les joueurs togolais ont été un tout petit peu respectueux peut-être vis-à-vis de ce club. Vous pensez la même chose? Oui, Franck, il faut dire que sans langue de bois, il faut dire que nous avons une grande équipe au Togo. L'ASK, j'ai eu la chance de suivre cette équipe lorsqu'elle s'était déplacée à Cotonou. J'ai vu une belle équipe en deuxième période, également une belle équipe en deuxième période, également face au Buffles à Lomé. Et la dernière fois, c'était quand même l'AS Vita Club, même si à la fin, Florey Bengue nous disait que c'est une équipe qui n'a que 6 mois d'existence. Mais il faut dire que derrière cette équipe, il y a quand même un statut. Vainqueur de la Ligue des Champions en 73, vainqueur des championnats en RDC, récemment finaliste de la Coupe de la Confédération en 2018. Ça veut dire tout simplement que c'est une équipe qui a un certain bagage. Et l'ASK, la dernière fois, a regardé dans les yeux à l'AS Vita Club. Oui, en première mi-temps, ça a été très difficile. Mais là où je peux quand même critiquer les entraîneurs, c'est que quand on... Quel entraîneur? Ce Togolais? Je parle de Kassim Gouyazo. Là où je peux critiquer un tout petit peu son choix en première mi-temps, quand on est contraint à défendre, la seule arme qui reste à l'équipe, c'est quand même la projection rapide. On a vu que oui, l'ASK a défendu parce qu'on a vu des joueurs techniques de Vita Club, mais lors de la remontée de ce ballon-là, on voyait quand même les Nan Richard, les Agoro Ismaël, qui sont toujours sur l'aspect défensif. C'est ce qui a pénalisé l'ASK en première mi-temps. Mais en deuxième période, on a vu que l'ASK a posé son jeu et c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Une équipe qui joue très bien en deuxième période, une équipe qui essaie quand même de voir le jeu de l'adversaire en premier temps et de s'adapter en deuxième période, et également avec le double changement effectué, avec la projection d'un certain Moussafa Waliou et la vision de jeu, la clairvoyance d'un certain Manissa Paul, qui a permis à l'ASK de pouvoir véritablement être au-dessus de cette équipe de Vita Club. Mais à la fin, il y a des regrets parce qu'on n'a pas eu ce petit but-là qui pourra nous permettre de pouvoir véritablement prendre l'avantage. Mais revenir sur Agoro Ashraf, moi je pense véritablement que c'est un joueur, je l'ai dit dans ce studio, qui n'est pas un buteur. C'est un attaquant qui n'est pas un buteur, c'est un joueur... Il est quoi? Oui, c'est un joueur qui est bon quand même dans la bataille physique pour déranger. Il est attaquant, mais il n'est pas buteur. Mais ce n'est pas un buteur. Il va falloir quand même trouver un système tactique. Ou bien peut-être c'est le style dans lequel, ou bien le système tactique dans lequel on le met qui lui permet pas. On connaît ce joueur-là qui a marqué beaucoup de buts du côté du Gabon avant de revenir, mais... Oui, mais je pense qu'à force de prendre de l'âge également, peut-être que c'est un joueur qui se réinvente parce que je l'ai suivi sur les 3 ou 4 dernières confrontations. C'est un joueur qui est bon dans les appels en profondeur, dans les appels sur le côté, mais jamais précis dans les derniers 20 mètres. Donc, à Kassim Gouyazo de pouvoir prendre quand même une décision pour pouvoir le mettre derrière. Ou avec lui, un deuxième attaquant, il va faire le boulot et même permettre au deuxième attaquant de pouvoir véritablement marquer. Sinon, on a besoin quand même de marquer à Kinshasa pour pouvoir mettre le jeu dans la tête de ce joueur congolais-là. Mais moi, je pense que la qualification est possible, même si on peut nous parler quand même du stade des Martyrs qui sera archi comble avec 80 000 places. C'est à aux joueurs quand même de nous montrer que, outre le stade de Kégué, ils peuvent également jouer dans un stade archi-comble et revenir avec la qualification. Voilà. Bonne arrivée, Mohamed Touré. Prospera Bouklou, bonjour. Bonjour, Franck. Tout va bien? Bien. Précisons qu'on est là. On va écouter encore Kassim Gouyazo avant de vous donner la parole sur les dernières séances d'entraînement de cette semaine. On revient sur l'entraîneur des chauffeurs. Tout de suite après notre match de Vita Club, le dimanche, lundi, on a fait une séance de récupération et on s'est mis au travail. Sur le plan mental, la finition, on a essayé de travailler, assimiler les deux choses durant toute la semaine. On pense faire le nécessaire, ce qui va nous permettre de remporter la qualification. Ce week-end, un match amical? Non, on a beaucoup de joueurs qui sont un peu touchés. Donc ce week-end, on va essayer de les mettre au soin et pouvoir les récupérer la semaine prochaine. Chatakora s'est mis où? Il a quitté l'infirmerie? Ça nous fait plaisir qu'il a quitté l'infirmerie et tout de suite s'est mis au travail. On a préparé ses séances individuelles. C'est ça que lui aussi il est en train de boucler aujourd'hui. Lundi, j'espère qu'il va regagner le groupe pour travailler ensemble. Alors on sait que vous avez beaucoup de joueurs en équipe nationale à prime. Ça ne perturbe pas vos séances? Oui, ça perturbe nos séances, mais aussi ça nous permet de les
les suivre là-bas pour essayer de les apporter plus, pour les apporter le message de l'équipe et ils seront motivés pour faire le boulot et venir regagner tout de suite le club après leur match. Kassim Gouiazou, sur les dernières séances d'entraînement, oui, le travail mental, ça va être vraiment important du côté de Kinshasa parce que c'est un stade de 60 000, 80 000 places là-bas à Tata Raphaël ou bien le stade des Martyrs. Et la précision devant le but parce que là, il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas vendanger les occasions qu'on pourra se créer là-bas, Prosper. Oui, d'abord, quand on parle de 80 000 places, c'est souvent avec les léopards. C'est les léopards qui font déplacer la plupart du temps les 80 000. Donc, oui, les clubs là également sont puissants. Hein? Oui, ils sont puissants, mais déplacer 80 000 places, ça c'est pour nous faire effrayer. Quand le tout-puissant Mazembe joue, oui, c'est sur le propre stade. Là, c'est le stade des Martyrs qui est un stade national. Donc, je crois que l'As Vita n'est pas aussi national que l'équipe nationale. Donc, pour moi, cette assertion, je crois que... Donc, le stade, pour vous, ne fera pas plein. Plein. Et ça ne doit pas faire peur aux joueurs de l'ACK. Vous allez faire le déplacement de la RD Congo. Grâce à Dieu, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, bien sûr. Donc, je crois que... mentalement, moi je dirais, comme les prédécesseurs ont dit, cette équipe-là est restée déjà préparée. Si l'entraîneur le dit, c'est un travail qui est déjà fait. Et surtout au niveau donc, du staff dirigeant. Je crois que toute la motivation, quand Kassim Gouiazou parle, il parle au nom d'une équipe et non individuellement. Ça veut dire que c'est un travail qui se fait en équipe avec le staff dirigeant qui ne lésine pas sur les moyens pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Et quand on entend un peu l'entraîneur parler de ça, parce que quand on met Kassim Gouiazou à côté de Florent Ibenge, c'est le jour et la nuit. Florent Ibenge et Kassim Gouiazou, c'est comme l'éléphant et la fourmi. Mais la dernière fois, on a vu quand même que la fourmi a enquiquiné l'éléphant, il a perturbé. Nécessairement, Florent Ibenge a su se rétracter en disant que ça ne fait que 6 matchs qui sont là. Donc, c'est peut-être des assertions pour pouvoir camoufler. Vous croyez donc pour moi, à un sursaut de... Oui, moi je donne 80% là-bas. de chance à l'ASK. Maintenant, les circonstances du match peuvent le réduire à 60-55%. Je crois quand même qu'on passera avec un match nul de 0-0. C'est un bon match nul. Maintenant, en RD Congo, ce sont les Congolais doivent chercher à marquer. Ils ne vont jamais se retenter comme ils l'ont fait. Donc, ça peut ouvrir des brèches. Et comme on a fait en deuxième mi-temps, je crois, mon collègue Jonathan l'a dit tout à l'heure, sur tous les matchs, on a vu que la CK est allée en crescendo. Première mi-temps un peu faible et une deuxième mi-temps très poussée. Donc, je crois que nous, on a la chance de marquer. Maintenant, c'est aux Congolais de chercher à faire la différence. Mohamed Touré, la SCK, oui, ça va être un match assez compliqué, mais on peut gagner. La SCK peut gagner là-bas. 0-0 ici, on peut faire un partout là-bas. Pourquoi pas? Vous y croyez? Bonjour Franck. Bonjour. La table et puis aux éditeurs. Oui, j'y crois. Et les jeux produits la fois passée par la SCK, on peut croire, mais ce n'est pas parce qu'on croit qu'il faut être trop fanatique pour ne pas voir la réalité des choses. Aujourd'hui, on a vu la SCK qui, en premier mi-temps, a essayé de reculer. Ils n'ont pratiquement rien produit. En deuxième mi-temps, ils ont mis le système parce que on nous avait dit que ACK a essayé de préserver certains joueurs pour tromper la vigilance du coach congolais. Effectivement, ce qui a semblé marcher, mais on n'a pas profité de cela. Effectivement, vu le changement qu'ils avaient opéré avec Manissa Poul et puis, je m'appelle Alassanique, non, ce n'est pas Alassanique, Moustapha Waliou, on a vu la ACK que je nomme souvent l'équipe nationale locale togolaise montrer ses valeurs. Franchement, on ne peut pas avoir de telle équipe et souffrir en équipe nationale. Donc, je vois que l'ACK, s'ils arrivent à maintenir ce cap, on peut aller créer une surprise en RDC. Mais attention sur ce d'orgueil. On va trop dire que parce qu'on a vu l'ACK jouer aujourd'hui, après la conférence, ce que Florent Ibenge a dit. Il a parlé de cela, effectivement. Il n'a pas connu les joueurs de l'ACK. Effectivement, l'ACK a préservé au moins 6 joueurs qui le changement semblait marcher. Ils ont vu la domination de l'ACK en deuxième mi-temps, mais vers la fin, ça a essayé de paniquer. Alors, ils vont essayer de
jouer par rapport au jeu pour la SECA. Aujourd'hui, ASECA s'est fait découvrir. Maintenant, quelles sont les stratégies que les entraîneurs mettront en place après avoir maintenant exposé tous les joueurs? Quel sera le système qui va aller produire en RDC là-bas? C'est ça qu'on doit maintenant travailler. Les entraîneurs doivent savoir que maintenant, on connaît aussi l'adversaire. ASECA et AS Vita Club partent sur le même sens d'égalité. Bon, par rapport au public Prosper a essayé de démentir. Non, ils ne doivent pas démentir cela. Même l'entraîneur même congolais a dit qu'ils auront le soutien de leur public. C'est que quel que soit le cas, le stade fera le plein. Par rapport à ce qu'on a vu produit sur la fois passée, les supporters de Pervier qui, à la veille, étaient là pour Maranatha, on ne les avait pas vus. Donc, franchement, ASECA avait manqué un peu de soutien du public. On était là seulement pour regarder. Le Togolais ne s'est pas supporté. On va seulement, quand ça joue bien, on parle. Quand ça joue mal, on insulte. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour pousser nos équipes? Aujourd'hui, si ce jour-là, le public avait poussé avec des cris, des chants un peu partout, je pense que l'ASECA devait marquer, devait gagner et ça devait nous donner l'avantage. Voilà. Maintenant, nous allons prier, être sereins, avoir les pieds sur terre, que nous allons pour un résultat. Mais il ne faut pas trop crier à la victoire. Pourquoi pas? C'est possible de gagner. On va écouter Michel Adjavoin qui également croit en une possibilité de victoire là-bas pour la SEK, ou bien une qualification, on va dire. Il faut corriger certaines choses au niveau du plan offensif, les ballons centrés, les corners à jouer, les corners surtout. La plupart des corners qui ont été joués étaient trop en l'air. Ça ne donnait pas une occasion de but pour les attaquants. Les centres étaient au troisième poteau, alors de faire les centres devant le but pour les attaquants. Ça permettra à l'équipe de la SEK d'aller surprendre Vita Club là-bas. L'équipe est à la hauteur de ASEK. Voilà, l'équipe est à la portée de la SEK. Oui, Rodrigue Ego, bonjour. Bonjour Franck. Voulez-vous prononcer sur ce match retour là en 30 secondes? Ah oui, bien sûr. Ce match retour, ça me tient à cœur. Vous savez, quand on est patriote, on est appelé à supporter son équipe, mais cela ne peut servir de voile pour empêcher de voir la réalité en face. Vous avez vu que la dernière fois à Kégué, c'est comme si c'est l'AS Vita Club qui recevait la SEK, parce que c'est un club qui a réussi à imposer son système de jeu sur nos propres installations à notre club qui s'est cherché jusqu'avant de faire les changements pour essayer de stabiliser un tout petit peu. Mais vers la fin, vous allez comprendre que ces joueurs que le staff a cachés à Florent Ibenge, il a vite lu leur jeu à l'entrée et s'est adapté de nouveau. Alors, c'est le lieu pour nous quand même d'interpeller le staff à faire un travail. Donc, on ne va pas être patriote et refuser de dire la vérité. Donc, pour moi, c'est vrai que j'y crois, mais tout peut arriver. Tout peut arriver. Nous sommes en football. Nous sommes en football, naturellement. Et là, on part pour le Septentrion, histoire de retrouver Gueler Inoussa. Bonjour. Bonjour, Nounyama Franck. Bonjour, aux invités. Bonjour à Soso. Prosper l'Allemand. C'est reparti. Tangoran. Bonjour à nos invités. Voilà. Bonjour à tous. Au-delà de nos frontières. Très bien. Gueler Inoussa, on parle de ce match retour entre la SEK et l'AS Vita Club. Qu'est-ce qui se dit là-bas, dans le Septentrion? Ah oui, mais je crois que tout le monde a ouvert ses cartouches. Je connais Franck me connaît. Et maintenant, tout va se jouer à Kinshasa dimanche au soir. Tout va se jouer à Kinshasa. Je crois que les dirigeants de l'ASEK de Kara sont conscients par rapport à la deuxième mi-temps que le club du Togo a vraiment produit au stade de Kégué. Tout le monde est reparti satisfait. Surtout le président de la Fédération togolaise de football qui est rentré au vestiaire, qui a dit aux enfants, félicitations, nous serons ensemble à Kinshasa, à laisser attendre Guy Akovi. Maintenant que Florent Ibenge a dit qu'il a fouillé sur le Google, il n'a pas trouvé ASEK. Qu'il a poussé l'avenir à Palimé. Mais ce qu'il a vu à Palimé, c'est tout à fait le contraire qu'il a vu contre cette équipe de l'ASEK au stade de Kégué le week-end dernier. Maintenant que tu me connais, je te connais, chacun va attaquer. Les dirigeants de l'ASEK savent que le stade Kamagnola de Kinshasa est devenu stade des martyrs, c'est un gazon synthétique. Depuis quelques jours, il travaille là-dessus. Municipal de Lomé, pratiquement à huis clos, ils retravaillent. Je crois que l'infirmerie a retenu. Ils sont revenus dans la tanière, il y aura de l'électricité dans l'air. Et surtout qu'on travaille aussi les joueurs psychologiquement par rapport aux 20 000 âmes. On parle de 80 000 âmes au stade de Martyr dimanche prochain. Je crois que certains sont déjà habitués à de pareilles situations, comme Moustapha Wali ou comme un certain Serbour, comme Mané Sapol, qui sont habitués à de hautes compétitions, même le goal. John Noble, ils vont galvaniser les autres. Et attention à Kinshasa, il y aura de l'électricité dans l'air. L'ASEK veut vraiment écrire une autre page de leur histoire. Aujourd'hui, nous sommes à Kara, un peu partout. On parle de cette équipe de l'ASEK de Kara
tout le monde est confiant. Et selon les dernières informations, le départ est prévu pour vendredi. Arrivé peut-être à midi 13h à Kinshasa. La reconnaissance samedi. Et là, dimanche, Florent Ibenge. D'abord, en partant, la dernière phrase qu'il a laissée avant de monter à bord du vol, disait, je cite, « Je suis fier de l'accueil que les dirigeants de l'ASK nous ont réservé ici. Je crois que c'est comme ça le football doit se faire. Mais si d'autres cieux vous arrivez, c'est comme si c'était une guerre. Je tiens sincèrement à remercier les dirigeants de l'ASK de Kara par rapport à l'accueil que moi et le manager, d'abord, les dévanciers, nous avons reçu, et ensuite toute l'équipe. Je tiens sincèrement à les remercier. Je crois que cette phrase de Florent Ibenge, vraiment, dit que le football c'est de l'union, parce que maintenant nous allons vivre l'essentiel. Il a vécu, c'est à lui de transmettre le message aux uns et aux autres. Et je crois que l'ASK va passer ce tour-là, surtout s'ils ont réussi à produire le football qu'ils ont produit en deuxième mi-temps. Tous les Togolais attendent de ces chauffeurs de la COSA, vraiment, que le passage pour la phase de poule est là. Tout le monde attend maintenant Kinshasa. Dimanche au soir, on verra ce que ça va donner. Oui, très rapidement, les préparatifs pour la D1. Voilà, les préparatifs pour la D1, on voudrait pas faire savoir que la Fédération togolaise de football va vite même que les clubs. Prévu pour, je crois, le rendez-vous est pris pour le 6 octobre prochain. Tout le monde s'active et demain dans l'après-midi, ce match de ce côté ira défier Koroki, football club de Chamba au stade Maman Danida. Deuxième, peut-être la tête pour Koroki après avoir battu Unisport 2-1. Et là, d'abord, bien avant même ce match, il y aura le match des juniors des deux équipes, sous le coup de 14h à 16h. Fazazi Adam et Abraou Samer vont chercher, bref, les joueurs qu'ils ont sous la main avant d'attendre le 6 octobre. De l'autre côté de Kara, il y a aussi un méthode que le Mason King qui fait un travail un peu dans l'ombre, mais je crois que d'ici peu, peut-être il va décaler, il va démarrer avec des matchs amicaux et on verra ce que ça va donner. Le congrès du Unisport, aujourd'hui, c'est un certain Massoud qui a à tête le congrès du week-end dernier, a mis sur pied cet homme, l'ancien directeur général du Trésor. C'est lui qui prend les commandes du Unisport, il continue le recrutement par ici et par là, et on verra ce que l'avenir va réserver pour cette équipe du Unisport Football Club de ce côté, qui a fait un aller-retour pour retrouver le championnat de l'Équipe. Et je crois que la D3 continue aussi son petit bonhomme de chemin, et dans la zone nord, il y a maintenant course-poursuite entre Bunda de Ketao et l'équipe de Arsenal de Karassu, sans oublier Tigre Noir de 51. Entre les trois, une seule équipe passera. Mais du côté de la zone centre, c'est l'équipe de Aknour qui s'est dit le malheur des uns, le bonheur des autres. Après la défaite de l'équipe de USAS Agondi face à l'équipe de Agodobi de Goubi, je crois que là, le chemin s'est transformé en un boulevard pour Aknour Football Club de Bapilo, qui aujourd'hui, une seule victoire, va les envoyer directement en deuxième division. Et peut-être pour clôturer, nous allons parler de cette coupe de la solidarité qui se joue au niveau de la préfecture de la Bina. Le coup d'envoi sera donné ce soir entre le canton de Pagouda et le canton de Boufalé sur initiative des cadres de la préfecture de la Bina qui va réunir tous les cantons de la préfecture. Dans la poule A, on va retrouver Pagouda, Pitikata, Pessaré, Boufalé et puis Sola. Dans la poule B, il y aura la Madissi, Ketao, Kemerida, Sirika. Les objectifs, vraiment, je crois que c'est une bonne initiative. L'organisation de ce tournoi, dénommé Coupe de la solidarité, vise entre autres de fédérer la jeunesse de la préfecture de la Bina autour des valeurs de solidarité, de tolérance et d'espérance. Il s'agit également de découvrir et de détecter des jeunes talents pour contribuer à la promotion du football dans la préfecture de la Bina. Une initiative, c'est aussi la préfecture de notre frère et ami, Jules Atima. C'est le coup d'envoi pour ce soir, Franck Nouniama, canton de Pagouda face au canton de Boufalé, et il y aura la distribution du matériel, c'est-à-dire des spécimens, c'est-à-dire maillots, shorts, bas, des ballons, des plots aux différents cantons, et ça permettra maintenant de pouvoir renforcer l'équipe de l'AS Bina, et surtout qu'il y a aussi l'équipe de Bundia de Ketao qui est en train de monter en puissance, Nouniama Franck. Et le rendez-vous est pris pour, sans oublier, Bamako pour Maranatha de Fioko, et puis Kinshasa pour la SK de Kara. Allez-y, revenez-nous avec les qualifications pour les phases de poule Nouniama Franck. Ouais, merci Gueler Inoussa pour nous avoir donné toutes ces précisions, toutes ces informations autour de l'actualité footballistique là-bas dans le Septentrion. Merci, à très bientôt.
Voilà, et tout le monde est d'accord ici que la SCK pourrait faire quelque chose là-bas en terre congolaise. C'est possible, mais il faudra être dur et très fort mentalement pour faire face à l'assaut des dauphins noirs. De l'autre côté, Maranatha sera en terre malienne, à Bamako précisément, pour tenter de retourner la situation en sa faveur, parce que souvenez-vous, c'était 1-2 ici à Lomé face à l'AC Djoliba. Au sortir de la rencontre de la dernière fois, le capitaine des messagers de Fiokpo a réagi à Metepe et Kodjo. On a promis la victoire au peuple togolais, mais à la fin du match, nous sommes déçus. On a tombé sur un Djoliba très fort et très tactique sur le terrain. On peut marquer 2-3 avant les 15 premières minutes. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le terrain. Le réalisme, ça n'a pas été ce qui a fait qu'on a beaucoup manqué cette occasion. C'est pas fini, c'est le football. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve là-bas. On peut aller là-bas et gagner. Ce match vient de finir. Le coach est là, il a vu Djoliba jouer. Peut-être qu'il y a des corrections à faire. On va aller corriger ce qui n'a pas marché et mettre tout en pratique pour aller gagner. Vous avez vu sur le terrain, Maranatha n'a pas démérité. On a bien joué, mais l'occasion nous a échappé. Ametepe Kodjo, capitaine des messagers de Fiokpo, on a manqué de réalisme, on a vendangé beaucoup d'occasions et l'AC Djoliba n'a pas été, on va dire, étincelant, mais a profité de quelques faiblesses des messagers de Fiokpo. Nola Kinaborosé, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour Sport FM. Voilà. 1-2 ici à Lomé. Tout le monde se dit que ça va être compliqué. Oui, c'est possible. Mais c'est aussi possible pour Maranatha de retourner la situation. Ah, c'est possible, c'est le football comme on le dit. Mais il faut juste retenir que les matchs à l'extérieur, surtout dans les coupes continentales, c'est difficile. Maintenant, je pense que le message important, c'est de dire aux joueurs de faire tout pour ne pas encaisser dans les 15 premières minutes. Parce que moi, je me dis, après 15 minutes, si vous êtes à 0-0, vous avez plus de confiance, vous êtes plus concentré, vous pouvez tenir jusqu'à la fin. Maintenant, le coach a dit, voilà, ils ont manqué de réalisme. Comme on disait tout à l'heure par rapport à SCK, ils ont des occasions, mais ils n'ont pas pu marquer. Mais on retient que le score. Là, ils ont perdu à Lomé 1-2. Maintenant, il faut juste faire le maximum pour chercher une victoire et espérer se qualifier. Je pense que voilà, s'ils sont concentrés, mentalement, physiquement, s'ils sont en forme, ils peuvent tenir ce match et puis revenir avec un bon score pour que tout le peuple togolais puisse être fier d'eux. Voilà, il faut être prêt physiquement, il faut être prêt mentalement. Iko Rodrigue, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous avez la lettre R sur votre t-shirt noir, c'est quoi? Iko Rodrigue. C'est Rodrigue. Voilà, très bien. Maranatha, voilà, et doit aller chercher la qualification là. Et c'est pas évident, mais là, il va falloir être présent ici, dans la tête, et puis sur le terrain. Le physique, vraiment, ces deux paramètres réunis peuvent permettre aux messagers de pouvoir tenir tête à l'AC Djoliba. Tout à fait. Et ces deux paramètres vont permettre à l'équipe de Maranatha de pouvoir tenir la trajectoire haute à l'équipe de AC Djoliba. AC Djoliba est arrivé à Lomé et a battu l'équipe de Maranatha 2-1. C'est possible également pour Maranatha. Quand vous voyez la prestation de l'équipe de Maranatha lors du match aller, le capitaine le disait tout à l'heure, ils avaient manqué de réalisme. Alors je pense qu'il faut corriger le réalisme devant le but. Il faut corriger également le mental. Le mental, vous savez, le football africain, c'est comme ça se joue. Quand vous jouez à l'extérieur, vous avez tout le public de l'extérieur contre vous. Eh bien, il faut tenir ce public-là peut-être dans vos jambes pour pouvoir jouer. Et quand vous n'avez pas peur du public, vous ne regardez pas le public, vous vous concentrez sur votre objectif. Mentalement, vous êtes prêt et vous pouvez transcender tout ce qui est devant vous. Maintenant, il faut un travail tactique. Je crois que ça a manqué énormément à l'équipe de Maranatha la dernière fois. Djoliba, moi, à mon avis, selon ma lecture, n'a pas joué. Djoliba a joué simplement sur les faiblesses de l'équipe de Maranatha. On prend l'équipe en contre-attaque. Maintenant, quand vous avez une équipe qui joue en contre-attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça se prépare tactiquement. Je crois que c'est le rôle du staff technique et également, c'est à l'écoute également des joueurs. Il faut bien suivre le discours du staff technique et tenir l'adversaire. Maintenant, il ne faut pas tout laisser sur le staff technique. Il faut que les joueurs eux-mêmes également puissent sortir ce qu'ils ont au fond d'eux. Je crois que Ametepe Kodjo, le capitaine également, est là. Il peut également amener ce groupe-là très haut. Vous savez, le football aujourd'hui, ce n'est plus la technique de à l'extérieur ou à domicile. Il faut être présent. Il faut discuter toutes les surfaces de l'aire de jeu avec l'adversaire. Il faut
commencer la première minute et terminer la 90 minutes. Et si vous tenez dur, vous allez créer la surprise. Pourquoi pas? Henri Akodo, c'est possible pour Maranatha ou bien c'est compliqué? C'est possible pour Maranatha vu ce que Maranatha nous a montré sur le match aller. Moi, j'ai vu une formation des messagers de support très disciplinée tactiquement, qui avait occupé de façon rationnelle les espaces sur l'aire de jeu. J'ai vu également que sur le plan de l'animation offensive, le Maranatha a apporté beaucoup de déséquilibre devant, notamment grâce à ce joueur-là, Alessa Champong, qui a utilisé cette dribble salopée pour apporter beaucoup de déséquilibre devant. Mais sauf que sur le plan de l'efficacité, dans la surface de vérité, ils n'ont pas fait preuve de cette lucidité chirurgicale. Il va falloir travailler cet aspect. Il y a un autre aspect également, c'est sur le plan de la récupération collective. On a constaté que Djoliba a gagné ce match par le fait de cette maturité collective et cette maturité au niveau de l'expérience qu'ils ont su démontrer sur la pelouse. On a constaté que les joueurs à vocation offensive de Maranatha, notamment à Osu et à Champong, au-delà de leur travail au niveau de l'animation offensive, sur le plan du repli défensif, ils ont véritablement baissé. C'est ce qui a laissé des trous derrière et les joueurs de l'AC Djoliba en ont profité pour aller marquer ces 2 buts-là. Il va falloir être solide défensivement, être discipliné tactiquement, mais également faire preuve de beaucoup de créativité dans l'animation offensive et de lucidité devant les buts. Jonatiso, il n'y a rien à faire aujourd'hui que d'être solide mentalement, solide physiquement. Et c'est ça qui peut-être va permettre à Maranatha de tenir tête à Djoliba. Il faudra marquer 2 fois, sans en encaisser. C'est ça aussi le problème. Oui, Franck, en plus des 2 aspects que vous avez touchés, moi je pense que le football moderne se base beaucoup plus sur des valeurs tactiques. Et je pense véritablement que pour que Maranatha puisse quand même créer l'exploit à Bamako, il va falloir que l'équipe varie son jeu. Parce que la dernière fois, j'ai vu une équipe qui s'est essentiellement basée sur Alessa Champong. On voit toutefois c'est Alessa Champong qui quand même déclenche les actions offensives. Et arrivé quand même à la 70e minute, on a vu quand même que la défense de l'AC Djoliba a bloqué pratiquement tous les espaces de passe à ce joueur technique là, ce qui n'a pas permis à Maranatha de pouvoir véritablement évoluer sur le plan offensif. Maintenant, aujourd'hui, on a Yakubu Gafarou, on a Salifou Kossigan Christian, on a Francis Owusu et Alessa Champong. Il faut véritablement baser sur ces 4 joueurs là pour permettre à Maranatha de pouvoir faire la différence à Bamako. Ça va être difficile. Maranatha doit marquer plus de 2 buts pour pouvoir se qualifier. Et je pense véritablement que... Non, 2 buts, c'est suffisant. Oui, Maranatha doit marquer 2 buts sans encaisser 2 buts pour pouvoir véritablement se qualifier. Je pense que ça peut le faire, mais il faut dire que depuis le début de la saison, AC Djoliba est intraitable à domicile. C'est 2 matchs à domicile, 2 victoires. Et Maranatha pourra créer la surprise, la grande interrogation. Maintenant, il faut que Dimi Kobla ait quand même cette lucidité tactique-là pour permettre à cette équipe de pouvoir véritablement créer la surprise. Et je pense véritablement qu'aujourd'hui, on a les atouts. Défensivement, on a vu un certain Prosper Avor qui a ébloui plus d'un par rapport à ses anticipations et également ses actions défensives. On a vu également Metepe Kodio au milieu défensif qui a fait quand même le boulot qu'il fallait. Et maintenant, si l'équipe est forte sur le plan défensif et quand même s'appuie sur ses 4 de devant, l'équipe pourra véritablement créer la sensation à Bamako. Pourquoi pas? Mohamed Touré, avant de retrouver Mama Uyao. Oui. Franck, nous sommes en football et tout est possible. Mais disons la vérité, c'est difficile et compliqué pour Maranatha. Moi, le jour-là, franchement, j'ai vu Maranatha... Lors du match aller, qui a joué son jeu seulement, sans tenir compte de l'adversaire. Aujourd'hui, le jour-là, si le jeu était plaisant, c'est parce que les Maliens ont eu un jeu posé. Les Maliens ont joué intelligemment. Et puis, vous voyez, les buts que les Maliens ont marqués, c'était des buts de classe. Donc, c'est là où on voit la différence au niveau des entraîneurs. Normalement, lorsque Maranatha a démarré le jeu, à vive allure, lorsqu'il a vu que l'équipe en face a un autre système de jeu, il devait corriger, repositionner ses joueurs pour prendre Djoliba à cette dépourvue. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été fait. On a vu Maranatha qui a couru un peu partout. Je ne sais pas quel système ils avaient mis en place. Par rapport à l'adversaire, franchement, les Mali, c'est là où on dit que les grandes équipes ne meurent pas.
ceux qui étaient au stade le jour-là ont vu que franchement, Djoliba, qu'on n'avait pas vendu la chair ici, on a dit que Djoliba, on a tout dit. Malheureusement, Djoliba était venu, Djoliba n'avait pas joué. Djoliba a laissé Maranta faire le jeu. Maranta a occupé tout le terrain, mais Djoliba a fait l'essentiel. A placé 2 ballons dans le dos de la défense et après a marqué 2 buts importants. Oui, très rapidement, Maman Uyao, vous pensez moi, quoi? je voudrais dire que toutes ces 2 équipes qui sont en continental, surtout dans le cas de Maranatha dont nous parlons tout de suite, Maranatha peut relever le défi là-bas. Je pense que sur tous les compartiments de jeu, à moins qu'il y ait certains qui n'ont pas l'expérience, je pense que ça joue bien, mais ça a cloché au niveau tactique, comme les gens le disent. Mais ce que moi je pense, le match se gagne aujourd'hui sur le niveau mental. Si on est mentalement fort, on peut se surpasser et pouvoir contrecarrer Barcelone même. Donc oui, mentalement, il faut être prêt. Oui, si tactiquement on est prêt et mentalement on n'est pas prêt, je pense que ça va clocher à un niveau donné. Je voudrais aussi dire que par rapport à ce niveau dont on voit, où on voit nos équipes jouer ou monter aujourd'hui, je pense que c'est la régularité du championnat qui a amené ce niveau-là. Ça, il faut le relever. La régularité, pour tout élève, il y a des génies à l'école, mais pour tout élève, celui qui s'exerce souvent à l'examen, le fait d'avoir rencontré des situations similaires réussit toujours à passer, même si c'est passable. Donc, c'est ce qui a fait que le niveau a monté. Deuxièmement, je voudrais ajouter que depuis un certain temps, l'équipe nationale jumelée des clubs, aujourd'hui, nous avons une équipe, un club qui a su ramener le fait de pouvoir être pimpant en deuxième partie. Qu'est-ce que l'entraîneur a pu faire? Qu'est-ce que les préparateurs physiques ont pu faire? Je pense que les équipes nationales de toutes les catégories doivent s'appuyer sur cet exemple-là. Je m'en veux pour preuve au Bénin. Je pense que tu y étais avec ASK. C'est en deuxième partie qu'ils ont ramené l'équipe dans la compétition. Ici à Lomé, je pense que c'est à la 86e minute qu'ils ont pu mettre un but. La fois dernière, à la deuxième partie, les Congolais dégageaient parce que les jeunes jouaient après 80 minutes comme ils étaient au début du match. Je pense qu'il faut reconduire cette façon de jouer, même dans tous les clubs au niveau du championnat pour pouvoir avoir un niveau élevé. Oui, Rodrigo Ego. Ouais, bon, vous savez, je suis un patriote, mais je n'aime pas véritablement aller dans le sens du poil. Il y a une réalité. La dernière fois, je le disais à quelqu'un au terrain. D'abord, le niveau de notre championnat, ça gêne énormément nos clubs qui nous représentent sur le continent. Vous voyez, les gens jouent un football de compétition. Nous jouons un football de complaisance, c'est-à-dire on veut. Oui. Tu joues? Oui, non, nous on joue pour nous. Écoutez, lorsque par exemple un staff, un entraîneur vous dit, il se réjouit parce que ses attaquants ont créé des occasions, et au moins 20 occasions, ils n'ont même pas pu scorer, ils n'ont même pas pu marquer 1 ou 2 buts. Ça choque. Qui se satisfait de ça? Quel est l'entraîneur qui se satisfait de ça? Écoutez, moi je l'ai suivi avec Abalo Dessay au match aller avec les locaux face au Bénin et plutôt au match retour face au Bénin. Mais vous voyez par exemple des clubs où une sélection qui est en compétition vous dit qu'on apprend. On n'apprend pas en compétition. On a déjà un niveau et lorsqu'on participe, on démontre d'abord son niveau et on peut apprendre par la suite lorsqu'on monte. Ouais, on a battu par exemple le Libéria avec un peu de manière. La SK s'est qualifiée avec un peu de manière, mais nous avons aussi cette habitude-là de vite nous réjouir sans toutefois nous mettre à fond pour corriger les manquements. Oui, parce que nous-mêmes la presse, on encourage nous-mêmes la presse. La dernière fois à Kégué, il faut peut-être tendre le micro à tous les journalistes qu'on va uniquement applaudir. Non, ils ont gagné, nous sommes fiers, ils ont gagné. Moi, ça me choque aussi des fois. Je me dis que oui au sortir de ces matchs, ils ont gagné. Nos clubs ne valent rien. Non, il ne s'agit pas de ça. Ils ont gagné. C'est clair, on a le score. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Il faut avoir le courage de le dire. Ça, on le dit tout le temps. Donc, la dernière fois, j'ai posé... Non, c'est pas ce que je dis. Je fais une analyse globale. La dernière fois, j'ai posé la question à Mani Sapoul. Il m'a dit, voilà, aujourd'hui, lui-même, il a peur parce qu'un Mani Sapoul absent. Vous voyez à peu près, parce que c'est aujourd'hui un peu lui et Nan Richard qui sont un peu à l'animation. C'est vrai, les autres jouent dans leur compartiment. Mais
pour que quelqu'un puisse provoquer une situation. Vous allez voir, à son entrée, ça a donné un rythme au jeu. Alors, imaginez si on travaille, on a 2 manies par exemple, dans le jeu. Ça va donner quoi? Donc pour moi, je dis, par patriotisme, je crois, je continue de croire, mais je ne serai jamais d'accord qu'une attaque qui a su créer des occasions, des dizaines d'occasions et qui n'a pas pu marcher. Ne puisse pas trouver la faille. Au haut niveau, ça arrive également. Hein. C'est vrai, c'est normal que vous dites que vous disiez tout à l'heure que notre championnat a baissé de niveau. Partout, même au Mali, on vous dira que le championnat a baissé de niveau. Ce que Uyao dit, il faut saluer le travail qui est en train d'être fait. Je ne dis pas le contraire. C'est vrai également que par rapport à ce que nous mettons dedans, imaginez combien les Maliens mettent dedans. Imaginez combien les Congolais mettent dedans. C'est un autre débat. Et ça également, ça reflète sur les résultats. Bien sûr. Mais dire qu'une attaque qui produit des occasions mais qui n'arrive pas à les concrétiser, ça arrive même au haut niveau. Maintenant, c'est un travail. Oui, peut-être peut témoigner. C'est un travail. Il faut quand même qu'on amène ce staff à faire le travail. Vous allez voir, même au haut niveau, même Cristiano, il rate des buts. Non, c'est comparaison. Je ne suis pas là. Je disais, s'il vous plaît, c'est bon. Moi, je crois que c'est vrai. On peut trouver à redire par rapport à la production du jeu. Les autres ont raison. Mais la dernière fois, quand vous voyez à peu près le match de Maranatha, moi, j'ai dit, Maranatha a fait le match qu'il fallait à domicile. Parce qu'en compétition africaine, il a perdu. Il a perdu le problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le match. Il a fait le match qu'il fallait. Parce que pourquoi? Et il a perdu. Oui, ce que j'allais dire, il faut écouter à peu près l'analyse. C'est-à-dire que vous êtes chez vous et vous devez faire le plein de matchs. Des fois, le jeune Alex s'est battu à un moment donné vers les 10 dernières minutes. Il n'avait plus un moyen de communication qui puisse achever son travail. Oui, le problème est que les Maliens ont marqué sur quoi? Sur des contre-attaques. Au moment où Maranatha cherchait à marquer. Non, et c'est ça l'intelligence. C'est ce que je dis. Vous pensez que les Maliens chez eux, vous allez voir que les Congolais ont fait quoi? Ils se sont recroquevillés. C'est-à-dire que quand une équipe refuse de jouer, et que vous vous attaquez, forcément, il y a des brèches qui sont laissées qu'ils profitent. Vous allez voir que... Ça, c'est une stratégie de jeu. Oui, c'est ce que je dis. Donc, ce qui fait que, parfois, vous pouvez même laisser des brèches que les gens il y avait eu 2 flèches. Les Maliens ont compté sur ça et ils ont marqué. On ne peut pas dire que Maranatha a fauté parce qu'il est à domicile, cherchait le but. Il n'a pas pu marquer, c'est vrai. Il arrive du moment où il y a des fêtes, on ne peut pas encourager. Non, je n'encourage pas. Oui. J'ai dit, ce n'est pas le refus de jouer qui a fait que Maranatha n'a pas pu marquer, n'a pas pu gagner. C'est-à-dire qu'elle a fait son jeu et elle est tombée dans le jeu de l'adversaire. Dans le piège de l'adversaire, c'est ça. Il fallait les Maliens ont refusé de jouer et ils ont profité des failles. Bien. Ça a été toujours. Vous avez sur le retour. Sur le retour, c'est ce que je dis. Les Maliens ayant gagné 2-1, sûrement vont jouer de la même manière pour pouvoir on vous a fait le décompte. empêcher le Maranatha d'aller de l'avant. Vous voyez à peu près. Donc moi je crois quand même que ce match aller, on doit l'oublier carrément. Oublions. Vous revenez encore sur le match retour. On oublie. Allez, alors que vous aviez 5 secondes. C'est bon. Pour que le match retour soit bonifié. Vous avez vu. Je voulais simplement... On se rappelle du match c'est terminé. Entre la Corée du Sud et l'Allemagne en Coupe du Monde. Bon. Les Allemands dominé. On va dire que les Allemands ne savent pas jouer. Ils ont dominé. C'est bon. Mais les Coréens ont marqué 2 buts à la fin. C'est bon. Je voudrais ajouter seulement 2 mots. Pour 2 mots. Oui. En combien de secondes? En 10 secondes. Non, c'est trop. 5. 5 secondes. Oui. Ok. En premier lieu, une équipe qui se crée des occasions, déjà, c'est une bonne équipe. Maintenant, il faut inculquer aux attaquants de savoir concrétiser. Oui. On peut se satisfaire d'abord de cette équipe qui se procure des occasions. Ça, c'est une satisfaction. Bien, oui. Oui. En deuxième lieu, l'équipe de Maranatha, et les Maliens ont joué sur les 2 flèches. Ils ont joué des balles derrière, dans le dos de la défense. Donc, il faut faire de telle sorte un joueur dont on joue une balle dans le dos, il faut être Ramos ou Jane pour se retourner soi-même pour aller prendre la balle. Voilà. Il faut créer un système de couverture. Je suis vraiment fier qu'on cite Jane dans cette situation. Quelques secondes. Moi, soyons tous d'accord ici avec Rodrigo Aigo qui a dit au fait, on crée des occasions sans concrétiser. À la fin, qu'est-ce qu'on veut? C'est la victoire. Il faut être réaliste. N'encourageons pas. Nos équipes, ils ont bien joué. À la fin, qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné dedans. Nous voulons la victoire
Et il faut qu'on Vous joue voulez bien qu'il y pour ait gagner. un jeu Il faut décousu, qu'on mais joue- à la fin, il faut qu'il qu'on y ait la gagne. victoire. Dire qu'on a bien joué. Et pas après bien qu'on est joué, dans- après, Ici, ce n'est rien. pas bien joué, revenir. Non, Très à bien. un moment, nous sommes d'accord. On est tous contents. L'entraîneur On est- serait on est accusé tous s'il n'y a contents. pas d'occasion Mon qui se frère, crée. on est Bien. tous contents que nos équipes ont bien joué, mais on n'est pas content parce qu'on a perdu. Il faut Bien. qu'on soit d'accord sur ce point. Très bien. On ne joue pas pour applaudir, mais Donc, pour gagner. on est fiers de ces deux clubs, c'est vrai, mais il faut avoir vraiment des systèmes qui permettent de pouvoir gagner chaque fois, surtout lorsqu'on joue à domicile. C'est vraiment important de faire vraiment les choses, de régler, on va dire, les choses avant de faire le déplacement à l'extérieur. Bonne chance donc à Maranatha et à l'ASCK qui sont sur le continent. Beaucoup de courage au président de ces clubs-là, Gabriel Amei. On sait ce que c'est, les coupes continentales. Ça coûte cher. Bon courage, Gabriel. très cher, Oui, très cher. très cher. Gabriel Komlan, Maoula Amei. De l'autre côté, le président d'honneur, El Hadj Ahmad Sharif, oui, qui fait tout pour permettre à ces joueurs de pouvoir faire la différence du côté de Kinshasa. Bon courage, parce que c'est vraiment, vraiment très cher. Voilà, 9h-12h, on y est, forcément. On parle de ce match de demain, Togo-Nigeria. C'est un plateau intéressant. Tout le monde veut voir les éperviers et les Super Eagles évoluer dans ce match-là qui donne, on va dire, la participation à la prochaine compétition ou bien au prochain CHAN, le championnat d'Afrique des Nations 2020. Demain, tout le monde le dit, il va falloir faire la différence face aux Nigérians avant donc le déplacement dans quelques semaines là-bas en terre nigérienne. Voilà, Henri Akodo. Demain, ce sera un grand jour pour les locaux. Hein. Peut-être un jour qui va ouvrir cet espoir historique pour la qualification au CHAN. Et il faudra être solide, il faudra être bon. Mais malheureusement, le Togo n'a pas eu de match amicaux avant d'affronter cette échéance-là. Oui, c'est assez compliqué dans ces conditions-là de pouvoir préparer cette rencontre quand on sait que l'adversaire en face, elle est de taille. Le Nigeria, c'est l'agressivité, c'est l'ADN du football nigérien, c'est les valeurs physiques, athlétiques, mais également des qualités individuelles hors pair de ces joueurs. Le Nigeria est vice-champion d'Afrique. Au niveau local, au niveau du CHAN, on se souvient de cette finale a perdu face au Maroc pour la dernière édition. Le Nigeria, c'est quand même un grand orgue du football continental. Le Nigeria, c'est des grands clubs. Au niveau local, Kano Pillars, pour oui, mais on ne les voit plus maintenant. Hein. Exactement, on ne les voit plus maintenant. Donc, sur cet aspect-là, notre équipe a de la chance pour pouvoir passer cette étape des Super Eagles. Sauf que sur l'aspect de la préparation, on n'a pas pu capitaliser sur les acquis du match aller. Parce que je pense que pour le match face au Bénin, les éperviers ont pu produire quelque chose de probant. Mais sauf qu'il reste à travailler beaucoup d'aspects. On n'a pas eu ce match amical-là qu'on espérait tous. Mais on ne va pas s'alarmer. Je pense que cette formation a de la valeur. Face au Bénin, on a vu qu'en première mi-temps, on avait eu beaucoup de difficultés, surtout au match retour, surtout sur le plan des ressorties de balles. On avait eu beaucoup de difficultés, mais en deuxième mi-temps, Nyama Akate nous a sorti un grand match. Il a dicté le tempo en tant que premier relanceur dans le jeu. Je pense qu'il sera très précieux pour nous demain dans notre jeu. Il sera très précieux dans l'organisation du jeu également. Ce que je décris également, c'est la non-sélection de Mani Sapol et de Mani Ogoja. Je pense que ces deux joueurs-là, au-delà de leur qualité, ils ont cette capacité-là de pouvoir combiner entre eux. On ne les a pas dans notre jeu. Ça sera véritablement un grand gâchis pour nous. Sauf qu'on a quand même de la qualité. Sur les côtés, on a Abdul Mustafa Waliou qui peut, à travers sa qualité de percussion, apporter du déséquilibre devant. Il va falloir également que Tchakei Marouf et Agoro Ashraf soient dans de très beaux jours pour permettre à cette formation des éperviers locaux de pouvoir se qualifier pour la première fois à cette compétition continentale qu'on espère tous. Nolakina, demain, c'est un grand jour pour les éperviers locaux. C'est un grand jour pour tout le Togo. Je pense que ça va être un match intéressant, même si les conditions de nos joueurs ne sont pas toujours les meilleures. Ça, c'est pas, on va pas discuter aujourd'hui. Mais on va juste demander à Ballot de se concentrer avec son équipe et de nous produire un match sur lequel on peut repartir de nouvelles bases. Un autre aspect, c'est que voilà, je pense qu'aujourd'hui, les éperviers du Togo, les éperviers locaux, comme on le disait tout à l'heure, ce qu'on voit ressemble toujours à ce qui est produit au niveau du championnat.
Donc l'image de l'équipe nationale, c'est souvent l'image du championnat local. Donc si les efforts ne sont pas toujours au top au niveau des championnats locaux, on verra que la production au niveau des joueurs en équipe nationale sera toujours la même. Maintenant, il faut juste demander à ces efforts-là, demander à ces joueurs de faire des efforts parce qu'après tout, c'est eux qui sont en train de construire leur carrière, c'est eux qui sont devant la scène, c'est eux qui font tout le spectacle. Maintenant, nous, on est derrière, pas forcément pour les critiquer, mais c'est pour les encourager, pour leur donner le ton. Il y aura un public derrière, forcément. Il faut qu'ils se concentrent. Le Nigeria reste le Nigeria. Le Togo aussi reste le Togo. On a quand même eu de grands joueurs au Togo. Le Nigeria en a de même. Donc aujourd'hui, oublions un peu l'histoire, concentrons-nous sur le présent. Les joueurs sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à affronter le Nigeria sur le plan local? Si oui, on le fera. Si on n'est pas prêt, voilà. Et je pense qu'après, Abalo Dossé sortira beaucoup d'arguments. C'est à lui l'équipe, c'est à lui de gérer, c'est à lui de sortir les joueurs qu'il faut. Tout à l'heure, il parlait de l'absence de Manu Sappo qui n'a pas été convoqué. On ne sait pas pourquoi. Mais je pense qu'on doit surtout éviter, on doit surtout dépasser l'étape de faire un bon match, bien joué. Il faut ajouter gagner maintenant. C'est tout ce qui nous manque à chaque fois. On a fait un bon match, oui. On a bien joué, oui. Est-ce qu'on a gagné? Non. Alors que pour passer, il faut gagner. Donc, on est tous derrière les hyperviers pour gagner. Donc, on espère qu'ils vont gagner. Et avant de gagner, forcément, il faut faire un bon match. Mais gagner, c'est tout ce qu'on veut retenir à la fin. Voilà. On va d'ailleurs écouter Abalo Dossé par rapport à ce match-là contre le Nigeria. Il y a 2 ans, les Béninois, ils ont été éliminés par le Nigeria comme erreur d'arbitrage, comme nous aussi on l'avait vu chez eux. Hein. Aujourd'hui, le football en Afrique, l'essentiel c'est de faire le plein à la maison et avant de se déplacer au match retour. Je crois que les joueurs sont conscients, on en avait parlé. On a dit l'objectif de passer le cas du Bénin et après de bien se préparer. Parce que le Nigeria, ce n'est pas impossible. Je crois qu'on est à un match du CHAN, quelque chose qu'on n'a pas encore fait dans notre histoire. Et les joueurs sont très conscients, ils sont très déterminés. Et depuis que le match est fini, ils n'arrêtent pas de les appeler. Mais pourquoi pas? Ils ont bien bossé, honnêtement, sinon contre le Bénin, je pense que physiquement, on n'aurait pas tenu. On a eu une grande chance et il faut que tout le monde soit derrière l'équipe. On a une grande chance, il faut que tout le monde soit derrière l'équipe, dit le sélectionneur Jean-Paul Dossé Abalo Iko Rodrigue. Il faut que tout le monde soit derrière l'équipe. C'est une grosse occasion pour le Togo de disputer pour la première fois le CHAN. Forcément, si nous voulons que l'équipe du Togo soit pour une première fois à la phase finale de ce championnat d'Afrique des Nations, du championnat local. Et je crois aujourd'hui que c'est la première fois, moi qui suis ce football depuis qu'on a lancé ce championnat, c'est la première fois que le Togo a une équipe compétitive. Par le passé, les regroupements, un mois de regroupement et on attaque le championnat. Pour cette fois-ci, nous avons 2 représentants sur le continent qui produisent également des joueurs à la sélection, en plus de ceux qui ne sont pas convoqués. Et puis, nous avons passé l'étape du Bénin, 2 matchs couperés. Ça a permis au staff technique d'avoir une idée sur l'équipe. On n'est pas allé au premier tour, on est éliminé. On a pu passer le cap du Bénin. Donc, c'est dire que, quelque part, le travail se fait. Et le travail doit continuer par se faire. Et après le Bénin, c'est le Nigeria maintenant. Maintenant, je veux croire que le staff technique a pu faire le nécessaire pour pouvoir contenir cette équipe du Nigeria. C'est vrai que mon confrère parlait tout à l'heure de la posture de cette équipe du Nigeria qui a été finaliste lors de l'édition dernière. Ça veut dire que cette équipe du Nigeria a des bagages à nous montrer ici. Maintenant, ce n'est pas forcément parce que vous avez été finaliste la saison dernière que vous devez forcément dominer toutes les autres équipes et attendre à être encore finaliste. Ça veut dire que vous aurez des concurrents. Et le Togo se dresse devant cette équipe du Nigeria comme un véritable concurrent. Un véritable concurrent, c'est l'occasion également pour les joueurs d'abord. C'est pourquoi j'ai aimé tout à l'heure le discours de l'entraîneur qui parlait de l'engagement, de la volonté, de la détermination de ces joueurs qui, au-delà de se faire appeler par les entraîneurs, sont eux maintenant qui s'encouragent, qui appellent le staff technique, qui essaie de... C'est ce que nous voulons, c'est ça le fighting spirit que nous voulons pour cette équipe-là. Si aujourd'hui nous avons ça, en plus de ce que le staff technique va inculquer, je crois que nous pouvons tenir la trajectoire. Maintenant, pas forcément dominer 2-0 à domicile, mais l'essentiel c'est de produire du jeu et de gagner le match à aller et de chercher maintenant à aller contenir cette équipe-là au match retour. Pourquoi pas? Oui, on va parler maintenant organisation. Et là, Rodrigue Aego, vous êtes dans cette organisation-là. On est à la veille de ce grand match. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au public pour les convaincre forcément à faire le déplacement demain? Oui, le public doit avoir une idée sur ce que représentent les supporters au Nigeria. Vous savez, le Nigeria,
a une force avec ses supporters. Et à l'époque, pour les gens qui ont toujours l'habitude de suivre le Nigeria, ils ont cet appui-là, ce soutien-là. Et donc aujourd'hui, pour aller à l'équivalence par rapport à cette force nigériane, il faut quand même que le public sportif du Togo fasse massivement le déplacement du stade de Kégué. Et donc c'est l'appel que nous lançons. Et il y a d'ailleurs une caravane qui fait le tour de la capitale en ce moment même, qui a quitté devant la Fédération togolaise de football et qui sillonne les artères. Et donc pour demain, aller au stade, c'est pas gratuit, mais c'est pas non plus trop cher. Et l'organisateur, avec ses partenaires, ont essayé quand même de mettre la barre à portée de tout le monde. Et au niveau du gradin, il faut payer un ticket à 1 000 francs. Au niveau de la tribune centrale, à 2 000. Et la tribune couverte plutôt à 2 000, la tribune centrale à 10 000 et au niveau des officiels 20 000 francs CFA. Donc c'est à portée de tout le monde, gradin 1 000 francs, tribune couverte 2 000, tribune centrale 10 000, loge officielle 20 000 francs CFA. Et les tickets sont en vente au niveau de la boutique Sergio sur le boulevard, ici à Sport FM, à TV2 à Agoué, puis à Télésport toujours à Agoué. Donc déjà demain, les vendeurs ambulants seront à l'entrée du stade comme d'habitude pour servir tout le monde. L'aspect sécuritaire, comme d'habitude, tout est en place. Il y aura les stadiers plus les forces de maintien d'ordre et de sécurité. Et puis, au niveau de la presse, je crois que toutes les dispositions sont prises également. Et la FTF gère tout ce qui concerne les accréditations, tout et tout. Donc voilà, ce qui reste, c'est que ce public sportif puisse comprendre. Vous savez, en 2005, si le Togo a pu se qualifier pour la CAN et la Coupe du Monde, alors c'est parce qu'il y avait un public habituellement lors des éliminatoires. On parlait à l'époque à la fin, au cours des matchs, il y a eu quand même de fortes explosions avec 2 ou 3 morts par moment ou un mort par-ci, mais ça ne décourageait pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a compris qu'on avait un rôle à jouer. Donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous portons comme critique pour améliorer les choses, je pense que nous devons également jouer pleinement notre rôle de supporter pour pouvoir donner de la plus-value à nos équipes et leur permettre d'avancer. C'est ça aussi, parce que des fois, ils se sentent comme orphelins. Voilà. Tout est fait prêt. D'accord. John, oui. Rapidement, j'allais juste dire, on manque toujours de cette ambiance sportive quand on va à Kégué. Vous voulez parler de quoi? Ambiance sportive? Oui, c'est-à-dire quand on parle de que spectateurs. Les tribunes crient. C'est vrai que spectateur, pour une définition, c'est quelqu'un qui va regarder un spectacle. Mais dans le football, on parle plus des supporters. Comme des supporters, c'est-à-dire que le match commence, vous êtes là jusqu'à la fin. Bon, quand tu es... Exemple, on regarde des matchs à la télé, on va commencer toujours bouillonnant, des cris par ici, voilà, des drapeaux qu'on bouge. Comme les supporters de Liverpool, par exemple. Tout ça, on a besoin de ça. We'll never walk alone. Exactement, on a besoin de ces choses-là aussi pour que les joueurs sentent qu'ils sont vraiment accompagnés. Mais si c'est juste pour aller s'asseoir, regarder... Et l'équipe nationale n'a pas conçu de drapeau ou bien de drapelet. Voilà. Ça aussi, c'est le marketing. Voilà. Il faut pouvoir produire tout ça et vendre un peu aux supporters. Comme ça, ça va agiter dans le stade. Ça peut être combiné à la vente du ticket. Vous voilà. achetez un ticket, vous avez un drapelet. Donc pourquoi pas? C'est le message que moi je porte parce que voilà, les joueurs, c'est vrai qu'ils ont besoin de voir que voilà, il y a leur famille dans les tribunes, mais ils ont besoin de plus de ça. D'une certaine ambiance. D'une certaine ambiance, au-delà des supporters organisés qu'on voit qui chantent du début jusqu'à la fin. On veut plus que ça aujourd'hui parce que c'est important. Et pourquoi pas? À l'endroit de Sergio, oui. Un ticket donne droit à un petit drapelet, pourquoi pas? Et là, au stade, chaque fois, on va voir vraiment ces choses-là qu'on voit. Oui, qu'on voit en Europe, par exemple, pour Liverpool, c'est du rouge. On voit le Paris Saint-Germain, c'est le bleu, le blanc, et puis le rouge quelque part. Lyon aussi, bleu, blanc, et noir, rouge par-ci, Nantes, jaune, ainsi de suite. Pourquoi pas? Pour les éperviers, c'est du jaune, hein, rien à dire. Oui, John, le jaune pour l'équipe nationale. Oui, c'est le jaune. John, oui, ce match de demain, là, ça vous dit quoi? Il faut dire que on a déjà passé l'étape béninois avec beaucoup d'interrogations sur le jeu produit par les éperviers locaux. Et je pense que Abalo Diosé en est véritablement conscient parce qu'il l'a dit que le plus important, c'est de pouvoir se qualifier et après faire le reste lors des séances d'entraînement. J'espère bien que depuis lundi, que le regroupement a été fait jusqu'alors. Abalo Diosé a pu changer quand même beaucoup de choses. On a vu que lors de l'animation offensive face au Bénin ici au stade de Kégué, il y a eu beaucoup quand même de difficultés à pouvoir
permettre aux joueurs de se voir entre les lignes, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, ou bien il faut le préciser. Une équipe, ce n'est pas une addition de talents, mais c'est la complémentarité entre ces talents-là. Aujourd'hui, quand on prend Tchakei Marouf, on sait que ce joueur, il est de petite taille, et des joueurs qui ont un centre de gravité très bas. Et ils sont quand même très explosifs, ils sont rapides. Aujourd'hui, on a Tchakei Marouf, on a Nyama Akate qui a pratiquement une similitude dans le jeu, mais qui a une taille un peu plus longue que Tchakei Marouf. Comment on va mettre ces joueurs-là sur le terrain pour pouvoir avoir une équipe? C'est quand même l'équation que devra résoudre d'abord de ces véritablement face au Nigeria. Et en face de l'équipe togolaise, c'est quand même les Super Eagles, une équipe qui est jumelée des U23 et de certains joueurs qui sont dans le championnat local, une équipe des U23 qui a récemment explosé le Soudan 5-0 à domicile pour pouvoir se qualifier pour la CAN U23 qui se joue en novembre prochain en Égypte. Je pense véritablement que c'est une équipe qui est redoutable, une équipe très offensive, une équipe du Nigeria très équilibrée qui sera en face du Togo. Maintenant, il va falloir véritablement qu'on puisse jouer, qu'on puisse quand même faire déjouer l'adversaire et qu'on puisse jouer véritablement sur nos valeurs propres et nos qualités. Je pense qu'on a ces qualités-là. Quand on prend la dernière fois Agbozoklu, c'est qui a fait une prestation XXL en défense. Quand on prend également Nyama Akate au milieu de terrain. Quand on prend Koudagbaka aussi qui sera malheureusement absent. On a Henri Richard sur son côté. Également Tchakei Marouf, ce joueur-là qui reste à la continuité parce qu'il a confirmé avec Asco lors du championnat et a confirmé également avec la sélection locale. Je pense qu'on a quand même ces joueurs-là qui peuvent nous permettre de pouvoir créer la sensation, mais on ne va pas cesser de le dire. Il faut mettre le paquet à domicile, et pour mettre le paquet, il faut être performant, et également dans les tribunes, il faut avoir les supporters pour pouvoir véritablement supporter l'équipe nationale, parce que la dernière fois, on a vu certains supporters, mais qui n'ont pas su jouer leur rôle. Il faut avoir les supporters qui chantent l'hymne national du début jusqu'à la fin, qui, lorsque le public et l'équipe est en difficulté, qui puisse véritablement monter le moral aux supporters. C'est tout ce qu'on veut demain au stade municipal, au stade de Kégué, et à la fin de la victoire, et aller chercher le strict minimum, pourquoi pas, au match de retour au Nigeria. Mohamed Touré, le Togo peut gagner et proprement demain, pourquoi pas. C'est vrai que John parlait d'une équipe nigériane très en place, très athlétique, très alerte. Les moins de 23 qui préparent d'ailleurs une CAN en novembre prochain en Égypte. Oui, ça veut dire que demain, il va falloir être prêt physiquement, mentalement, techniquement, dans tous les aspects. Il faut que le Togo soit au-dessus. Ou peut-être mettre quelque chose en place pour déjouer l'adversaire. Franck, j'ai dit, si les deux confrontations, si le Togo ne se qualifiait pas, on n'aura pas d'argument. Parce que depuis le match du Bénin, il est certes on a gagné le Bénin, mais avec quel jeu? Le Bénin a fait le jeu. Pour moi, le Bénin a fait le jeu, le Togo a gagné. Ça, il faut qu'on le dise. Et tout le monde sera d'accord avec moi. Mais depuis cette rencontre, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des tournois Sport FM, il y a eu des tournois TLS, il y a les matchs qu'on a vu la fois passer avec l'ACK et Maranatha. Franck, avoir de tels joueurs en forme et ne pas gagner le Nigeria, pour moi, c'est un obstacle. C'est du scandale. Pourquoi? Vous ne savez pas ce que le Nigeria fait de l'autre côté? Je vous dis, le Nigeria, c'est une grande nation de football. C'est-à-dire que par le passé, avec les seniors, on peut comprendre. Mais pour les locaux, on a vu le Togo aller battre le Nigeria à une compétition, remporter à Béokuta. Donc, pour les locaux, le Togo n'aura pas d'excuses devant le Nigeria. Je vous dis, on n'a qu'à oublier les passés, du stade Ibada, ça c'est du passé. Aujourd'hui, nous avons au Togo, nous avons les clubs comme l'ACK. La fois passée, j'ai vu au stade d'Aguenivé une équipe comme Boulousou développer un jeu. Je me suis dit que cette année, le championnat togolais serait un championnat des grandes équipes. Alors, nous avons des joueurs. Je vous dis, l'ACK, à la place d'Abalo, je peux dire que je suis le plus qui aime Abalo de Serre. C'est pourquoi s'il y a une vérité, j'aime le dire. C'est-à-dire qu'à Ballot de Serre, au lieu de se camper sur le jeu ou bien sur les choix hasardeux de Claude Leroy, devait plutôt composer avec les entraîneurs locaux pour pouvoir nous sortir une équipe locale digne de ce nom. Parce que j'ai vu ce qui s'était passé avec le Nigeria. On avait eu un 11 de départ.
Et lors des échauffements, à quelques minutes de la fin des échauffements, Augustin était venu susciter quelque chose à Ballon d'Ossé et il y avait un changement sur le terrain. Sur le terrain. C'est pourquoi le match contre le Bénin, c'est pourquoi les journalistes avaient donné. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il dit. Je vous dis, attendez, les journalistes avaient donné un 11 de départ. Alors que ces 11 de départ qu'ils avaient donné, c'était eux, parmi ces 11 là, qu'il y avait un changement. Moi, je suivais ça de près. C'est pourquoi vous avez vu, à un moment, à Ballon d'Ossé n'avait pas eu à faire le changement parce que Augustin, à ce moment, il y avait des cris des supporters sur le coup de Leroy. Augustin ne pouvait plus revenir le dire de faire quelque chose, quoi que ce soit. C'est pourquoi le joueur en avait risqué. Donc, à Ballon d'Ossé a tous ses atouts. Aujourd'hui, des joueurs comme Alassane Kililou, qui était capitaine de Gomido, je ne sais pas pourquoi il ne figure pas en sélection. Non, on ne peut pas prendre tout le monde. Je sais. Oui. On prend les joueurs du moment, les joueurs en forme du moment. Bien. Aujourd'hui, on voit les deux Mani. Je vous dis, la fois passée, l'homme du match était le petit Mani Ougadja. L'homme du match, c'était le petit Mani Ougadja. Des joueurs en forme du moment, on ne peut pas toujours garder les mêmes joueurs qui n'ont plus rien prouvé et laisser les joueurs qui sont en forme. Je vous dis, étant la plate à Ballon d'Ossé, je prendrai l'ACK et chercher quelques joueurs complétés et aller gagner. Ok, voilà, malheureusement pour vous, vous n'êtes pas le sélectionneur. Oui, rapidement, on sait que vous également, vous avez quelques... Aujourd'hui, le football est scientifique. Au-delà de tous les commentaires que nous sommes en train de faire, on a dit le Nigeria a un impact physique dans son jeu, ils sont costauds dans l'engagement. Dites-moi ce que le Togo, lui, là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pour moi, je l'avais dit la dernière fois, on m'a crié, gars, oui, on a repris les entraînements. Et quand vous écoutez dans les propos de Ballon d'Ossé, c'est de la nonchalance. Il est nonchalant. Il dit il faut tout le monde derrière l'équipe. C'est ça? Non, mais pourquoi pas? Il faut tout le monde derrière. Nous sommes. Lola qui a l'attitude dessus, nous serons au terrain. Les gens sont là. On est organisé. Mais c'est sur le terrain. La réalité, c'est sur le terrain. On va pas au terrain pour regarder. Oui, on est là. Voilà, c'est ça, on soutient. Mais ça seul c'est la complémentarité, ça. Mais c'est sur le terrain que les doivent transcender. Maintenant, moi, je dis, ma question est de savoir, et je le rappellerai à chaque fois, oui, l'impact que les Nigérians ont continue par influencer sur la mentalité, sur le moral. Quand on dit on joue contre le Nigeria, quelle que soit la petitesse du Nigeria, on passe à un ogre. Et c'est ça qui reste dans les mentalités. Maintenant, on est à la dernière phase. C'est-à-dire que quand on élimine le Nigeria, on va au CHAN, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est un poids aussi lourd. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait depuis pour le faire? Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Nous sommes à la veille du match. C'est pourquoi j'ai déjà coupé court. Je dis, cette science-là, on doit revenir là-dessus. Quelqu'un l'a dit, Mohamed l'a dit. Il ne faut pas qu'on se calque sur les connaissances de Leroy pour faire les choses. Oui, les entraîneurs locaux sont là. À Ballon, moi j'ai dit, si j'étais à la place, on devait depuis là, 1 mois, 2 mois, rester dans ce calcul-là. Parce qu'on veut aller au CHAN. Et la qualification du CHAN, c'est une autre chose. Jouer le CHAN aussi, c'est une chose. On prépare tout dès maintenant. La qualification, on doit la préparer longuement. Dites-moi ce qui va se passer. Oui, c'est ce que j'ai dit. Demain, il va falloir franchement voir l'équipe jouer. Parce que je ne sais pas, puisque Agbalo même nous a dit. C'est Agbalo, c'est pas Agbalo. Agbalo nous a dit, après le match contre le Bénin, qui vont rester pour intégrer d'autres joueurs. C'est ce que Mohamed disait. Est-ce qu'on a intégré d'autres joueurs aujourd'hui? Est-ce qu'on a intégré d'autres joueurs? Lesquels? Il y a Yakubu Bakafaro et Salifou Kosigan. Ouais, c'est fini, de Maranatha. On a parlé des Mani Ougadia et tout là. Je vois à peu près. Donc moi je dis, je suis un peu dans... Vous êtes pessimiste. Pas pessimiste, sceptique. Plus que Mani Ougadia, plus que Mani Sapol. Bon, d'accord. Vous êtes sceptique. Demain, venons supporter l'équipe. Poussons-la vraiment à la hauteur, à gagner. Bien, si c'est ce qu'on veut que je dise, je le dis. Et je veux que ça soit ainsi que nous gagnons. Mais après, il faut que Abalo revienne vraiment prendre cette équipe-là vraiment entre ses mains. Bien, il faut qu'il vienne prendre l'équipe entre ses mains. Il faut qu'il prenne. Un dernier mot, oui, on va refermer cette page-là. Oui, non, avant vous, oui. Oui, vous êtes déjà prononcé non. Sur Togo-Nigeria. Allez-y, très rapidement. Oui, moi je pense que demain, il faudra répondre aux Nigériens, aux supporters nigériens au terrain parce qu'ils ont une forte colonie ici à Lomé.
Et on risque de croire que c'est le Nigeria qui nous reçoit demain. Donc, avis au public de venir nombreux supporter leur équipe. Sinon, ils risquent de nous battre en termes de nombre. Sur le plan de jeu, je pense que si les uns et les autres ici disent qu'on n'a pas pris tel joueur, on réclame tel joueur, je pense que c'est comme ça se passe dans les grands pays. Et le Togo est sur une bonne voie de pouvoir sortir les 23 et qu'on réclame encore d'autres joueurs qui sont restés sur le carreau. Quand il y a ça dans un pays et on réussit à sortir la crème, on a toujours une équipe nationale forte. C'est ce qu'il y avait eu par le passé. Quand vous prenez à Gassa, il y avait Takolo Simala, il y avait Adanto, il y avait le petit frère de Nibombe. Il y avait Prosper, ancien goal. Oh, ok. Et quand vous prenez en attaque, il y avait les Ntchoudien Kossi, il y avait Aoroku Achim, il y avait Kader vers le nord, et il y avait plein. Donc, je pense que nous sommes revenus à cette étape-là et que le football togolais est sur une bonne marche. On prendra d'autres joueurs, d'autres vont réclamer qu'il y a de bons joueurs sur le carreau. Et c'est ça qui est bien pour le foot togolais. Voilà. Henri. Oui, je pense que demain, si le Togo doit pouvoir faire l'affaire ici, à Kégué, avant de se déplacer sur Lagos dans 2 semaines, il va falloir compter sur l'un des attaquants de cette équipe-là, Geli Koufi. Il a marqué pratiquement 14 buts la saison dernière avec Bolochou. Geli Koufi, je pense que demain, Baldessé et son staff technique doivent tout faire pour pouvoir le titulariser à la pointe de l'attaque. C'est vrai. Oui, au-delà de ses qualités, parce que c'est un joueur qui est capable de pouvoir jouer en pivot, de dévier des balles, mais il est capable de cette efficacité-là devant les buts, à travers ses appels qui multiplient inlassablement dans le dos de défense adverse. Il va falloir que Baldessé et son staff technique comptent véritablement sur ce joueur-là, Geli Koufi, pour qu'il nous fasse la différence demain. Ok, donc on va souhaiter, on va prier que Abalo se lève très bien, se réveille bien et qu'ils aient en tête les meilleures combinaisons possibles pour permettre au Togo de gagner. On parle de Nico Rodrigue encore une fois. Rodrigue Aego. Ah oui. Donc, je crois que dans un premier temps, il faut quand même remercier mon cher ami Borosé pour ça. Je crois que nous l'avons noté. Nous allons essayer de réfléchir à ça et voir ce que ça peut donner. Mais en attendant, il est très important, comme nous le disons, parce que Maman Yao l'a rappelé tout à l'heure, il y a une forte colonie du Nigeria à Lomé, ne serait-ce qu'à Lomé. On joue surtout à côté de là-bas. Et donc, ils vont arriver. Il faudra quand même que dans les tribunes, déjà, on puisse leur dire que, attention, vous êtes chez nous. Quel que soit votre nombre, vous vivez chez nous. Il faut qu'on puisse les accueillir quand ils vont crier et que leur cri va peut-être se faire retentir de l'autre côté à Kelekougan, que le public sportif togolais puisse crier, que ce cri dépasse Agoué et va à Tchévier. Donc je pense qu'avec ça, on peut amener les éperviers, les locaux surtout, à faire une démonstration face au Nigeria. Mais, je le dis toujours, je reste égal à moi-même. Une leçon mal apprise ne se révise pas. Un entraîneur qui tient une équipe qui gagne difficilement sur un score de 1-0, qui fait face à la presse au lieu de commenter, dédie la victoire à son entraîneur. Je dis, ce sont des choses qui font mal. Moi, je veux beaucoup plus voir un entraîneur qui fasse une analyse de son match. Mais il fait face à la presse, il dit je dédie le but à Claude Leroy. C'est une absurdité. Et qui a dit ça? Abalo Dossé a dit ça. C'est Abalo Dossé qui l'a dit. En conférence de presse d'après-match. J'ai été déçu. J'ai été très déçu. Et si on le dit, des fois, on vous dira vous êtes trop critique. Moi, je ne veux pas citer, permettez. Je ne vais pas. Permettez. J'ai la parole, merci. Nous sommes tous des patriotes. Nous voulons le meilleur pour notre pays. Je ne vais pas citer de nom parce que je n'aime pas. Le journaliste ne va pas faire le choix à la place de l'entraîneur. Mais lorsque le choix de l'entraîneur va produire, si c'est le joueur le plus médiocre, on va apprécier. Parce qu'il a démontré qu'il est entraîneur. Mais s'il prend le meilleur et il va en piètre prestation ou de piètre prestation en piètre prestation, là, on peut crier au truc là. Donc je pense que c'est aussi parce que le public sportif n'a pas une force. Prenez les grands clubs. La première force qui constitue une pression sur le staff et l'amène à faire du bon boulot, ce sont les supporters. Donc il faut aujourd'hui quand même que le public sportif reprenne
comment dirais, le sens de sa responsabilité et joue pleinement son rôle pour amener nos entraîneurs à ne pas rester sur leurs connaissances basiques et primitives, mais à aller au-delà, faire des recherches. Le football, Prosper l'a dit, est devenu scientifique et quand on est scientifique, on continue des recherches. Sinon, on restera toujours à l'état primitif des vaccins sérum que les pasteurs ont inventés. Oui, on va évoluer. Oui. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas qu'on parle de la vérité. Aujourd'hui, il y a le discours de l'Internet qui compte. Si je me rappelle, lors des éliminatoires des U23, nous avons un Abalo qui avait tenu un discours avant le match. Mais après le match, c'est notre discours-là qu'il a tenu. Donc, c'est des choses comme ça qu'on veut éviter. Alors là, il faut qu'on se campe sur nos positions. C'est-à-dire que quand un entraîneur doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner la rencontre, mais il ne faut pas se baser sur d'autres aspects et à la fin, lorsqu'on perd, on sort des aspects négatifs. Cela ne plaît pas pour tout. Vous ne voulez pas ça. Très bien. C'est bien compris. Donc, bonne chance. Bonne chance pour l'équipe nationale locale demain face aux Super Eagles du Nigeria. Ce sera intéressant comme match de football. Merci de nous suivre sur la référence sportive Sport FM et on va parler maintenant D1 avec cette réunion à la Fédération togolaise hier où des bases importantes ont été jetées. On a clarifié les choses, surtout au niveau des subventions à donner aux clubs. 12 millions cette fois-ci pour les clubs de D1. C'est mieux que la saison dernière. 4 millions de plus, 6 pour les clubs de D2. C'est intéressant. Selon certaines personnes, 3 pour les D3. Voilà, quand vous choisissez d'être en D3, vous avez 3 millions. Et voilà, et pour les clubs de D2, c'est... les clubs féminins, c'est 2 millions. Intéressant pour certains, mais peut mieux faire selon d'autres et rien encore pour d'autres. Nous allons écouter un échange entre... Angelo, qui était à cette réunion et qui a suivi les choses de près. On vous propose de l'écouter. Angelo Foliko, une réunion entre la Fédération togolaise de football et les clubs de D1, D2 et puis des décisions importantes, des informations importantes ont été données, notamment la subvention, l'argent est l'heure de la guerre. Dites-nous un peu plus. Oui, vous l'aviez dit, la Fédération, entre-temps, par un communiqué via les réseaux sociaux, avait déjà mis la puce à l'oreille à tous les représentants des clubs et puis surtout au public sportif, comme quoi la D1, par exemple, va démarrer le 6 octobre et donc c'était déjà coché dans l'agenda des uns et des autres. Et donc à partir de là, cet après-midi, ce matin on pourrait dire, on a eu la confirmation à travers cette réunion avec le comité exécutif de la Fédération, amené justement par le président colonel Gikossi Akpovi, entouré des généraux Sei Memen et puis Zoumarognon Femme qui était là, sans oublier le ministre des Sports. Entre-temps, j'ai nommé Horacio Beno Freitas. Et puis derrière, on a vu tous ces présidents de clubs et représentants également, président de la NAFoot, la GFT, AEFT, tous étaient présents. Et donc, on retient 3 points essentiels autour de cette réunion. D'abord, la communication effective, je dirais même la confirmation de cette date de démarrage des championnats. D'abord, on commence avec la première division, la division d'élite, qui va démarrer effectivement le 6 octobre, qui est un dimanche. La D2, ce sera le 10 novembre. Bon, même si il y a certains présidents en coulisses qui ne sont pas forcément d'accord par rapport à cette date-là, mais elle a été tout simplement communiquée. Et puis, il y a également le championnat féminin qui démarre également probablement le 10 novembre, mais cette date-là reste à l'étude. Donc, d'ici peu, on aura une confirmation vraiment par rapport à cette date du championnat féminin. Alors, on jette un coup d'œil du côté des subventions, puisque c'est le nerf de la guerre, le carburant nécessaire pour faire démarrer toute activité. On se rend compte qu'au niveau de la première division, il y a une enveloppe de 12 millions qui va être alloué au club de première division. Mieux que la saison dernière. Oui, légèrement. Légèrement. Il y avait 8 millions. Oui. 4 millions de plus. Bon, ce n'est pas rien, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Quand on passe qu'ailleurs, on est dans une 50aine de millions. Là, c'est autre chose. Et donc, il y a eu une précision apportée par le secrétaire général de la FTF, Pierre Kossi Lamadoko, qui disait, sur les 12 millions, par exemple, pour les clubs de première division, 5 millions vont venir de la FTF et puis 7 de la part de l'État. Donc, après également, on a déroulé côté D2, ce sera 6 millions, 3 millions FTF, 3 millions État, D3, 3
3 millions pour les clubs, 1 million de la part de la Fédé, 2 millions pour l'État, et puis le championnat féminin chaque club va recevoir 2 millions de francs CFA, 1 million venant de l'instance fêtière et puis 1 million venant de l'État. Le troisième point essentiel, ça concernait le règlement de compétition. De toutes les façons, il n'y a pas de compétition sans règlement, sans feuille de route, et donc petit à petit, ils ont essayé de parler de tout ça. Et donc, de façon effective, même si on peut le dire de façon solennelle, les démarrages sont presque actés pour les différents, on peut dire, championnats de football chez nous au Togo. Ça veut dire que tout est fait prêt pour commencer le 6. Il n'y a plus raison de pouvoir repousser ou bien de pouvoir retoucher quoi que ce soit. C'est calé, c'est adopté. On part le 6 octobre. Oui, je peux le dire ainsi. Maintenant, au niveau des clubs, est-ce qu'on est effectivement prêt? Ça, c'est une autre paire de manches. Les licences, les recrutements, etc., etc. De toutes les façons, les clubs ont été informés. Les présidents qui étaient là, les représentants étaient tous informés. Ils prennent le reste du montant. Mais au même moment, je pense que quand c'est comme ça, c'est souvent compliqué, hein, parce que n'oublions pas, on ne dira jamais assez, on est dans un football qui n'est pas forcément professionnel. Et normalement, ça ne reste que mon analyse, normalement, c'est à chaque club d'abord de chercher les fonds dont il a besoin pour mettre en compétition ses joueurs et surtout, pourquoi pas, aller gagner le championnat ou d'autres coupes, etc., etc. Maintenant, je suis parfaitement d'accord en disant qu'aujourd'hui, vu notre contexte, vu comment les choses évoluent de notre côté, l'État, pour moi, a l'obligation de pousser comme il se doit les compétitions chez nous. Et donc, il va falloir le concours de l'État, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau financier, de pouvoir accompagner suffisamment ces clubs-là jusqu'à un certain niveau, avant, peut-être après, de les laisser voler de leurs propres ailes. Souvent, ce n'est pas le cas, et peut-être il y a, comme on le sait très bien, il y a 1 ou 2 présidents qui se saignent à blanc pour pouvoir supporter toutes les charges. J'ai eu même en offre le vice-président de Kotoko de Lavier qui me disait, Angelo, même en période de vacances, nous payons nos joueurs. Donc, vous imaginez un peu ce que ça peut coûter, à part la saison qui est déjà terminée. Mais les joueurs continuent à percevoir des salaires au sein du club. Tout dépend de la nature des contrats que les joueurs ont eus avec ces clubs-là. Donc, en résumé, je peux dire que oui, c'est bien. Oui, c'est bien de promettre, mais je pense qu'il va falloir activer le fait de donner ces sous-là très rapidement au club, même si c'est vrai, 12 millions, en toute vérité, ne fait pas du tout une saison. À peine peut-être 5 journées, je ne sais pas. Hugues est mieux placé, il fait partie d'un club, il sait comment ça se passe. C'est vraiment minime, c'est vraiment peu. Mais je pense que l'État peut mieux faire. Je peux vous assurer qu'en studio, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Oui, on a écouté Angelo Folikui qui a fait un compte rendu de ce qui s'est passé à la Fédération togolaise de football hier lors de cette réunion entre la fêtière et les clubs. Oui, ce qu'on doit donner pour cette saison, on l'a dit. Et puis il y avait d'éminentes personnalités à cette réunion. On a parlé de 2 anciens présidents de la fédération, le général Zoumaro Femme, le général Sei Memen, et beaucoup se demandent, mais ça fait longtemps on les a plus vus, mais qu'est-ce qui fait que pour cette réunion, ces 2 généraux, ces 2 anciens présidents de fédération sont là. On a également la présence de Kelani Azad Bayor, président du CNO Togo, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à la présence de ces éminentes personnalités qui, entre-temps, oui, Beno Freitas, merci de le rappeler, et on les a plus vus. Rodrigue Ego. Mais attention, hein. Oui, mais que comprenez-vous, vous? Vous savez, pour avoir grandi en communauté, enfin dans une grande famille, lorsque vous voyez les grandes figures qui ne sortent pas tout le temps et que vous les voyez au cœur d'une réunion, vous savez que soit il y a péril à la demeure, ou il y a une information qui mérite d'être maîtrisée, ou peut-être quelque chose qui se prépare. Je crois que c'est ce qui justifie les interrogations au niveau de chacun. Mais ça fait toujours du bien de voir ces messieurs qui, à un moment donné, ont contribué quand même pour le football. Mais la question demeure, pourquoi leur présence à l'instant T? C'est pour soutenir le COMEX, le colonel Guy Kossiak-Bouvi, voilà. Peut-être. Et au cours d'une réunion qui est destinée à rencontrer des présidents de clubs pour échanger autour du championnat.
Alors, c'est vrai que quand on jette un regard, ça mérite quand même des interrogations. Vous savez, on aurait peut-être préféré voir les représentants des différentes commissions, c'est-à-dire tous les composants qui rentrent dans l'organisation des championnats, et on ne crierait pas scandale. Mais avec ça, c'est vrai que les gens se posent des questions. Je pense que ce n'est pas aussi mal pensé parce que peut-être qu'à un moment donné, je fais partie de ceux qui ont longtemps dit quand même que cette équipe, l'équipe qui est nouvel élan à la fédération, est une équipe qui est venue, je dirais, se composer en termes de connaissances en plein exercice de mandat. Et donc, si on sollicite l'assistance, c'est peut-être aussi pour le besoin. Mais également, au début, la semaine dernière, on le disait qu'il y avait quelques difficultés liées aux finances. Donc, pour pouvoir injecter... Oui, mais ces généraux viendront donner l'argent? Bon, vous savez, nous sommes dans un contexte où les négociations se font ailleurs par des personnes qui peuvent influencer des décisions à un certain niveau aussi. Donc, donc vous allez comprendre que... Zoumaro, Nyofa, Messi, Memen peuvent influencer. Oui, mais écoutez... Nous sommes dans notre landerneau que nous connaissons tous. Nous connaissons qui est qui. Ce n'est pas de moi, c'est le général Memen qui l'a dit. Nous connaissons qui est qui. Et voilà. Donc, à un moment donné, les voir, oui, je suis d'accord, mais je vais préférer que les voir à ce rendez-vous constituent un élément, une plus-value qui puisse permettre à notre football de ne pas connaître les quelques ratés qui ont marqué la saison. Iko, vous, que comprenez-vous de ces présences-là? Nyofam, Memen, le ministre Freitas, Kelani Azad Bayor. Je ne vais pas les présenter un à un. Nous savons que Nyofam a été président de Fédération togolaise de football. Nyofam est membre de commission au niveau de la CAF. Memen, vice-président de la CAF. Memen, ancien président par 2 fois de la Fédération togolaise de football. Donc, c'est des références pour ce football. Si aujourd'hui, on les retrouve aux côtés des dirigeants du COMEX, je pense que c'est pour une bonne cause. Laquelle? C'est pour une bonne cause dans la mesure où je peux dire que le COMEX a ratissé large parce que là, la réunion d'hier, c'était une grande réunion pour relancer le championnat. Le COMEX a des problèmes et a besoin de soutien et a besoin de faire venir d'anciens... Vous savez comment nous avons terminé le championnat dernier? Vous savez, il y a des clubs qui même n'ont pas reçu la deuxième partie de la subvention. Tout cela reste... Allez-y. Donc il faut amener ces généraux. C'est vrai. Rodrigue a parlé tout à l'heure peut-être de la présence des membres de commission. Mais moi je pense aujourd'hui que la présence de ces personnes, vous parlez de Freitas, vous parlez du président du CNE au Togo, tout cela c'est peut-être pour donner encore assez d'éclaircissements. Et ces personnes, c'est des personnes ressources qui peuvent donner des éclaircissements également. Donc moi je pense que leur présence également c'est un appui. Mais au-delà de ça, vous savez que ce bureau également, ce commerce est en fin de mandat. Donc tout se prépare. Il faut ratisser l'âge. Tout se prépare. Pour montrer aux acteurs que oui, nous avons les soutiens. Tout se prépare et comprenez comme ça. Oui, Mohamed Touré, oui, c'est quand même bien d'avoir ces genres de personnes. Hein. Oui, c'est quand même bien d'avoir ces genres de personnes qui ont fait leur temps. Mais ils ont encore des choses à donner. Oui, ce que nous oublions au Togo, tout le monde a ce côté positif, son côté négatif. Nous n'allons pas voir seulement le côté positif des gens pour flouer le football togolais. Moi, à la place de ces généraux, j'aurais souhaité voir un Rokoubala Kenya Simbe, un Tata Vlessi, un Amei Kouma côte à côte. C'est vrai. Les mains dans les mains, oui. Parce qu'on sait ce qu'est le football togolais. Oui, mais ceux-là également étaient des anciens présidents. Et des aujourd'hui, le commercial, ça fait combien de temps? Ils vont boucler 4 ans. Ils sont là, peut-être, le commercial, ça a des conditions. Et moi-même, je le souhaite qu'on puisse leur conduire parce qu'ils n'ont pas eu les mains libres pour travailler, comme on le dit. Mais dire que ces gens-là sont là pour nous apporter un plus à leur temps, moi, je n'ai pas trouvé seulement que du plus, j'ai trouvé des moins aussi. Bien, donc, ok. Très bien, vous ne trouvez pas que cette présence puisse apporter quelque chose. Oui, Maman Uyao, oui, c'est une réunion importante, hein, puisque les clubs sont situés. On a dit que oui, désormais, c'est le 6, il n'y a plus de changement pour le début du championnat le 6 octobre. Et les clubs de D1 auront 12 millions. Et les clubs de D2, 6, les clubs de D3, 3, les clubs féminins, 2. Et là, le président de la Fédération togolaise de football a même accordé une interview dans laquelle il dit « Si les sponsors répondent, on aura plus. »
Je pense qu'il y a eu cette promesse déjà par le passé qu'on n'a pas pu tenir. Est-ce qu'il faille encore dire quelque chose dans ce sens? Oui, je pense que d'abord, avant d'en venir, par rapport à la présence des sommités sportives de ce football togolais, je pense que c'est pour, à mon avis, dire qu'on est dans le soutien. On soutient le travail que fait le COMEX. On est là pour agrandir la bonne image qu'elle a déjà et que le COMEX a déjà. Je pense que c'est dans ce sens que ces sommités-là sont là. Je vais relever quand même la présence de Monsieur Freitas. Quel grand homme, j'allais dire. Parce que si aujourd'hui tout roule, tout va bien dans le foot togolais, c'est à cause de lui. Il est venu, vous-même vous savez l'histoire, je ne vais pas répéter. Ceux qui sont venus pour normaliser, à chaque fois ils n'ont pas pu normaliser, ils voudraient plutôt leur reconduction. Le monsieur, le vieux est venu, le temps imparti, il a réussi à faire quelque chose et a transmis les dossiers appropriés et a mis en place un comité pour travailler. Aujourd'hui, on en est là, on est en train de féliciter le travail que ce comité-là fait. Félicitations à lui. Donc, il n'y a pas que du bien. Oui, il y a aussi des choses à revoir pour ce comité-là. Parce que vous parlez comme s'il n'y a que du bien sur toute la ligne, mais il y a aussi... oui, tout n'est pas rose avec ce comité. Oui. Tout n'est pas rose. Continuez. Le travail de l'homme est toujours perfectible, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je reviens au niveau des subventions. Je pense que c'est une bonne chose. Partir de 8 millions, je crois, il y a un surplus de 4. Vivement que ça soit respecté cette année. Le ministre actuel était venu quand des promesses ont été faites et que l'autre ministre est parti et lui il est venu en cours, il n'a pas pu faire le lobbying nécessaire pour qu'on puisse compléter. Je pense qu'il est en place aujourd'hui, il pourra faire. Je le rappelle souvent, c'est une personnalité qui, de par sa connotation, excusez-moi le terme politique, qui peut peser pour que la subvention de la part de l'État puisse sortir. Donc, vivement que ce qu'ils doivent compléter, qu'ils puissent compléter pour que ça fasse 12 millions. Mais le souhait est que le Togo aille jusqu'à 15-20 millions. Mais rattraper les autres pays au niveau de 30 millions, 50 millions, il faut aussi calculer par rapport à l'étendue des pays, aux déplacements, aux dépenses de déplacement des pays. C'est pourquoi le Togo et le Bénin fait 2 fois ou plus le Togo. S'ils ont 50 millions, ce n'est pas automatique que les clubs togolais... Si on a 50 millions, c'est bon, mais ce n'est pas automatique qu'on ait les 50 millions. Si on va un jour jusqu'à 20, 30 millions, c'est bon, puisque le Togo n'est pas large. Donc, je dis que 12 millions, c'est appréciable, mais on peut mieux faire. Okay. Deuxièmement... terminé, oui, on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Par rapport aux sponsors, vivement que la fédération fasse ce lobbying-là, puisque dans les pays où la cagnotte est plus grande, c'est parce que les sponsors rentrent en jeu et qu'ils complètent avec leur part. Bien. J'aimerais qu'on soit vraiment court dans nos réactions. Nola Kinaborosé, vous faites partie de ceux qui cherchent, on peut le dire, des fonds pour la Fédération togolaise de football. Est-ce que ça promet? Parce que là, il y a encore une promesse. Si c'est bon pour les sponsors, vous aurez plus. Si ce n'est pas bon, on reste comme ça. C'est ce qu'a dit le président de la fédération. Ah, je ne l'ai pas entendu dire ça, mais bref. Je pense qu'à chaque fois qu'on parle de sponsoring, tout le monde s'attend ou tout le monde pense que le sponsoring se limite à juste aller demander de l'argent aux entreprises. Mais il faut plutôt se concentrer sur ce que nous avons à offrir aux entreprises. C'est ça même la base. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà prêt à offrir quelque chose, ou à commercialiser notre football au niveau des entreprises? C'est la grande question. Maintenant, on sait qu'au-delà de ça, tout à l'heure, Maman a parlé de lobbying. C'est la seule option aujourd'hui qui est plus crédible. Mais est-ce qu'on va continuer à faire du lobbying ou est-ce qu'on va se concentrer à rendre notre football plus commercial? Donc c'est un effort sur lequel on continue à travailler. Maintenant, le président l'a dit, si les sponsors donnent quelque chose, ça sera beaucoup plus au niveau des clubs. L'autre question que moi je me pose aujourd'hui, quand Maouia demande que les clubs aient 50 millions, est-ce qu'on veut juste donner 50 millions aux clubs ou on veut que les clubs aient des budgets pour commencer le championnat? Parce qu'il faut aussi qu'on amène des clubs à faire des efforts. Il y a ce débat qu'on lance tout le temps. À se prendre en charge. À se prendre en charge, en griffe. Il y a ce débat dont on parle tout le temps, on se demande, les présidents de clubs se saignent. Pourquoi ils se saignent? C'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas essayer de faire de leur club une petite entreprise où des gens peuvent investir. C'est ça aussi. On veut être seul à gérer.
il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation sur la gestion du club où on expliquait qu'en réalité, quand on parle de président de club, ce n'est pas forcément le propriétaire dans les clubs professionnels. Il y a des actionnaires. Donc ça veut dire aujourd'hui, si moi j'ai une bonne affaire où je mets 5 millions, je crois que j'ai des revenus et que je ne peux plus continuer à investir, je viens te voir, Franck, on peut s'associer pour développer ce business. Pourquoi aujourd'hui au niveau de nos clubs, les présidents qui se disent propriétaires ne peuvent pas approcher leurs amis ou leurs partenaires pour dire voilà, mettez de l'argent, mettez. Si on arrive à avoir 10 personnes qui mettent 2 millions, ça fait déjà 12 millions. Plus les 12 millions, ça fait 24 millions pour le club. Alors, si on attend toujours, on veut être seul à gérer, l'État et la fédération donnent 12 millions. Derrière, on ne sait pas combien le club même a réellement. On sera toujours confronté à ces problèmes-là. Même si le sponsor donne, je ne sais pas, 10 millions de plus, ça ne suffira jamais. Donc ça veut dire qu'il faut toujours varier les sources de financement pour que le club puisse être stable. Et voilà, même si ça ne sera jamais on va dire, le compte complet, il faut des efforts de gauche à droite. Bien. Oui. Je voulais ajouter un mot à ce qu'il a dit. Le mot, c'est quoi? Oui. Pour qu'un club puisse avoir un retour sur investissement, c'est la vente des produits. Le produit pour un club, c'est un joueur. Oui. D'abord, la vente des joueurs, je vous assure, c'est ça qui rapporte plus. Et derrière, on peut faire le marketing par rapport à l'image des grands joueurs. Oui, à part ça, c'est la vente des joueurs. On peut vendre des gadgets pour avoir beaucoup d'argent. Oui, c'est derrière. C'est derrière. La vente d'abord des joueurs. Pour certains clubs, c'est la vente Vous ne pouvez pas... Je veux donner un exemple palpable. Un mot, hein. Un exemple. Oui, c'était un mot. Au niveau de ACK, aujourd'hui, au niveau de ACK, Koudagba est en train de partir. Un grand joueur de telle trempe qui part à la fin de son contrat. C'est une erreur. Il fallait lui signer et être en cours de contrat avant d'être vendu. Aujourd'hui, s'il part, qu'est-ce qui rentre à ACK? Voilà. Et malheureusement, il est de retour. C'est très malheureux pour ce joueur-là. Non, attendez. Oui, je sais. J'ai pas dit que vous ne parlez pas. Oui, Ico Rodrigue. Rodrigue Aego. Voilà. C'est plutôt Rodrigue Aego. Tu vas passer de ce côté-là. Rodrigue Aego. Alors, je suis intéressé par ce débat. Je crois qu'avoir demandé déjà une fois à Franck, on va être court, une minute. À Franck d'organiser ça, de détacher ça de tout le lot pour que ce soit un sujet autour duquel on vienne vraiment réfléchir ici. C'est très important. Le week-end prochain. L'obstacle aujourd'hui pour le financement dans le monde du football togolais part de la politisation à outrance de ce football. À un moment donné, quand vous retournez dans le temps, avec les étoiles filantes où à l'époque les politiques disaient que c'était les clubs de Lomé, c'est-à-dire ces clubs-là qui n'étaient pas pour le pouvoir et tout, tout est parti de là. C'est de façon historique. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de financement du football, à l'époque on parlait des clubs corporatistes comme il y avait Togo Télécom, il y avait l'AS Douane, il y avait quoi qui n'avait pas de budget. Le budget était pratiquement greffé sur, on nous disait à l'époque que c'était les fonctionnaires de ces structures d'État là qui cotisaient, mais c'était faux. On voyait par exemple le train de vie des dirigeants et tout. Donc aujourd'hui, c'est une forte problématique et je pense qu'il faut avoir le courage d'en parler. Puisque vous parlez de la semaine prochaine, juste planter le décor et dire que c'est une forte problématique et nous sommes disposés, moi je suis disposé à en parler, advienne que pourra. C'est la vérité. On va toucher ce point-là le week-end prochain, certainement, parce que là c'est un problème important dans la gestion du foot au Togo ou bien des clubs au Togo. Henri Akodo, ça va commencer le 6. Nola Kina disait quelque chose de très important il y a quelques secondes. On démarre le championnat sans savoir réellement ce que les clubs eux-mêmes disposent dans leur budget. C'est vraiment c'est important pour faire un bon football, pour faire toute une saison. Tout doit être budgétisé. Et en France, par exemple, on sait que le Paris Saint-Germain est le plus gros budget avec près de 600 millions d'euros dans son budget. On sait que, oui, sur la saison, on va gagner ci à travers la vente des gadgets, la vente des joueurs, à travers certaines publicités. Mais ici, vous ne pouvez pas avoir ça. Oui, parce que le contexte ne s'y prête pas. Les clubs également ne font pas assez d'efforts dans ce sens. Je pense que cela pose la question de la gestion managériale même des clubs. Norkina Brosé le disait tout à l'heure, il va falloir que les dirigeants de clubs aillent véritablement se former pour apporter cette plus-value-là à ces clubs, au-delà des subventions que l'État peut apporter. Je pense aujourd'hui que nous sommes dans un contexte assez intéressant pour notre football, pour l'évolution de notre football. On parle du programme national de développement au niveau politique, c'est le troisième as, le financement
du sport et de la culture. Et donc, je pense que l'évolution de notre football est tributaire de cette vision politique-là qu'a nos dirigeants. Mais est-ce qu'à ce niveau, au-delà du programme national de développement, ce programme ambitieux-là qu'on a, est-ce que dans les actes, est-ce que ça se traduit à travers les actes? J'aimerais faire une petite comparaison. Comparaison n'est pas raison, mais permettez-le-moi. En Côte d'Ivoire, pour ce championnat de cette saison qui vient de débuter, le président de la Ligue ivoirienne de football, de la Ligue professionnelle ivoirienne de football, Sori Diabaté, a annoncé la fois dernière une subvention de 10 millions de francs CFA pour tous les clubs de première division et de 50 millions de francs CFA pour tous les clubs de deuxième division. Et l'innovation pour cette année encore, c'est que chaque fois qu'un club finira premier d'une journée, ce club-là aura 1 million de francs CFA. Il y a 14 clubs dans ce championnat-là. On aura 28 journées. Ça fera peut-être 28 millions de plus pour un club à distribuer. Exactement, qui va être au niveau du peloton jusqu'à la fin de la saison. Donc, à ce niveau-là, je pense que le Togo, la Fédération togolaise de football, les clubs doivent aller à l'école ivoirienne, apprendre, s'appuyer sur... c'est l'État. Tout ça, là, c'est l'État qui doit donner... Exactement, c'est l'État qui doit pouvoir définir les grands axes. Donc aujourd'hui, on parle du programme national de développement. Je pense que c'est bon. On a fixé le cap. Il faut aller, il faut traduire les programmes dans les actes. Il faut matérialiser ces programmes-là. C'est très important. Oui, Prosper. Non, le PND doit faire partie quand même de nos réflexions parce que c'est un projet présidentiel qui voudra vraiment mettre en place des structures palpables, des structures pour développer tous les secteurs du pays. Donc, en tant que journaliste, nous nous inscrivons. Voilà, il faut qu'on le mette en pratique, mettre l'argent dedans pour que ceux qui vont animer ces panels-là soient vraiment des gens imbus qui veulent vraiment, qui ont vraiment, comme on appelle, le bagage nécessaire pour pouvoir faire avancer les choses. Maintenant, quand on revient à peu près, quand vous avez vu, on parlait tout à l'heure de la présence de ces personnalités, ça rentre déjà dans cet aspect-là. C'est-à-dire que rien ne se fait au Togo sans rien. Ça, quand ces généraux qui sont absents de la scène sont revenus, Iko l'a dit tout à l'heure, c'est pour quelque chose. Quoi? Non, on ne nous a pas expliqué. Ils sont là. Non, ils peuvent accompagner, ils peuvent témoigner leur amitié pour il y a même le représentant du ministre des Sports qui était là. Hier, je crois. Oui, Franck Missité qui était arrivé. Et tout ce qui s'est passé, on comprend aisément dans quelle intention le colonel Kovi a organisé cette réunion-là. Et ça devait se tenir. Et si on se prend pour dire, on donne 12 millions, on donne 6 millions, on donne 3 millions, on donne 2 millions, c'est d'abord, moi je dis, c'est à titre préventif. On met en place une structure pour faire comprendre aux gens que le février arrive en 2020. Pensons déjà à nous. Nous sommes déjà là. Vous voyez, nous sommes les meilleurs. On a bien fait. Donc, on a envie de bien faire. Vous accompagnez. Vous avez 12 millions aujourd'hui. Après, demain, vous aurez 24. Voilà. Donc, après, si ça ne se passe pas ici, moi, c'est ce que j'ai compris déjà. Maintenant, ils n'ont pas c'est leur stratégie de pouvoir le faire maintenant. C'est aux acteurs de comprendre si réellement ce qu'on dit là, c'est vrai. Il y a eu le championnat régulièrement. C'est parce que nous tous, nous avons adhéré. Par le passé, les gens n'adhéraient pas. On faisait des commentaires négatifs. Mais aujourd'hui, nous tous, nous avons adhéré. On ne critique pas la fédération. Sur tout ce qui se passe. Il y a toujours des problèmes sur le terrain, mais on n'en parle pas tout. Donc, on a accompagné. Le bureau d'Amélie aussi avait été régulier dans l'organisation. Je suis champion, mais il a essuyé des critiques. Oui, c'est tout. Oui. Voilà, donc je dirais tout simplement que le football aille de là. Nous, c'est notre matière. Bien. Notre matière. John. Donc, nous voulons que ça aille bien, que le championnat redémarre, que vraiment l'argent, les 12 millions soient versés en un seul coup. Non, en un seul coup. Voilà. Les 6 millions, les 3 millions en un seul coup. Et au football féminin. Oui, Franck, je pense que cette rencontre était venue à point nommé pour véritablement rencontrer les vrais acteurs du football qui sont les responsables des clubs qui dépensent quand même l'argent pour pouvoir véritablement... S'il vous plaît, 1 minute. Oui, allez-y. Oui. Tiens, 1 minute. Oui. Ok, qui dépensent énormément de l'argent pour pouvoir véritablement soutenir le football. Mais par rapport au club, Franck, je vais donner encore une fois l'exemple que j'ai donné la dernière fois en donnant plus de détails. Je prends une équipe comme la SCK et une équipe comme Paradouassé en Algérie. Les deux équipes ont été fondées la même année, en 1996.
Mais aujourd'hui, quand on voit le modèle économique de Paradouassi, sincèrement, c'est bluffant. Mais on ne peut pas faire aujourd'hui une comparaison en termes économiques entre la SCK et cette équipe-là. Et la dernière fois, le ministre algérien Raouf Benarroui a quand même salué la façon dont cette équipe se gère. Au début, c'était quand même une centre de formation qui, petit à petit, est venu dans l'élite il y a seulement 3 ans et qui joue quand même pratiquement les premiers rôles. Mais cette équipe ne vend rien comme gadget, comme autres. Mais la force de l'équipe-là, c'est qu'elle vend quand même des joueurs à l'extérieur et elle puise dans son centre de formation et elle puise dans son académie. Cela fait qu'avec ces recettes-là, il le réinjecte quand même dans la formation et après quelques années, il y a des joueurs qui ont une certaine renommée sur le plan international. La dernière fois, c'est la pépite algérienne Hichem Boudaoui qui a signé à Nice à hauteur de 4 millions de francs CFA et 4 millions d'euros s'il vous plaît. Et quand on voit quand même le bénéfice général, c'est 6 millions d'euros juste dans ce mercato. Ça veut dire mais c'est important. Oui, c'est important. Ça veut dire qu'il y a certains qui pensent bien le football. Près de 4 milliards de CFA. Oui, même si aujourd'hui on a quand même un football avec un statut amateur, on peut aller vers là. Bien. On a des joueurs qu'on peut expatrier, véritablement faire quand même de l'argent. Bien, on va terminer avec vous, Mohamed. Non, oui, ça dépend, oui. Très rapidement. Ce qu'il a dit, c'est très important. Cet aspect dont il a dit, c'est très important. C'est ce qui nous manque au Togo. Par exemple, quand on prend le Kakou Dagba, un joueur de cette valeur, vous voyez comment ça est en train de trembler. On dit qu'il est là, qu'il est sur la feuille de match, on ne le voit pas, mais ce n'est pas bien. Ça dépend de la façon dont nous gérons nos clubs. Les joueurs, il y a des gens, c'est ce qu'on dit. Nous tous, nous sommes les destructeurs de notre football. Les gens ne pensent seulement qu'à leur poche, à leurs petits intérêts, et ils ne font pas leur travail. Des gens, c'est seulement les bénéfices. Franchement, le cas de Koudagba me fait tellement. Vous êtes déçus. Sincèrement, ça me fait mal. Oui. Franck, je pense aujourd'hui que c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que nous tous nous voulons pour notre football? Que ce football-là se développe. Et quand ce football doit se développer, il faudrait également, au-delà de la réunion, que des récompenses soient attribuées à la fin. Imaginez combien les équipes classées premières prennent. Il faut une motivation pour toutes les équipes. Est-ce qu'à la dernière fois a pris combien? Dites-le. Je ne peux pas le dire. Oh, pourquoi? Parce que j'ai vu, on a donné un chèque en carton. Je me demande si le chèque en carton là a été perçu. Combien figurait sur le chèque? Je ne veux pas le dire ici sur les antennes. Dites-le. Mais on n'a pas eu l'idée sur la... Je ne veux pas le dire. Dites-le. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un challenge. Que vous allez voir, on dit que c'est vrai, le Kina l'a dit tout à l'heure, les présidents se saignent. C'est vrai qu'ils n'ont pas un moyen. Ils comptent sur leur revenu de chaque fin du mois pour faire ce football-là. Il y a des problèmes dans des familles même pour ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'au bout, qu'il y ait une bonne récompense. Il faut un quota. Tel représentera le Togo, il aura tant. Tel représentera le Togo, il aura tant. Là, c'est également une source de motivation pour ces équipes-là. Et je pense que ça également va permettre... Je me rappelle, dans les années 88, 89... Non, terminez. Dans les années 88-89, tous les meilleurs buteurs de chaque journée, ça, ce n'est pas un autre qui les récompensait, mais c'est la fédération qui les récompensait. Et ça avait donné une motivation à toutes les équipes. Ça faisait que chaque journée, vous êtes meilleur buteur, vous êtes récompensé par la fédération. Vous prenez combien? Avant, c'était 25 000 francs. Meilleur joueur, meilleur buteur, 88-89. À l'époque, 25 000 francs. C'était au temps du président Agbeonou, Edo Agbeonou. À chaque journée, le meilleur buteur, vous recevez 25 000 francs. Et ça motivait. Et imaginez, j'ai donné l'exemple. En 88-89, toujours, les recettes des matchs étaient à hauteur de 500 000 francs. Quand on jouait un match de championnat, on défalquait les dépenses, ce qui restait pour les clubs. Le bénéfice revenait au club 500 000, 400 000. Aujourd'hui, on a pris ça. Il faut qu'il y ait encore de motivation pour que le public puisse revenir. On a 3 000 francs. Voilà. Oui, voilà. Il faut que le public on va revenir là-dessus. C'est un sujet ça, intéressant. On va revenir là-dessus. Théo, s'il te plaît. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. On va passer aux auditeurs, s'il vous plaît. Le débat, on reviendra là-dessus. Théo, quelqu'un en ligne? Oui, allô? Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami, votre nom?
le mancunien. Oui, vous allez bien? On se porte bien, monsieur Franck. Et je salue le plateau. Oui. Et pour vous dire merci à vous tous les journalistes sportifs du Togo. Merci pour tout l'effort que vous fournissez pour le football togolais, même si l'État ne veut pas que notre football s'améliore. Qui vous a dit que l'État ne veut pas? L'État veut bien. Non, l'État, dès que vous avez crié, vous les journalistes, le public sportif a crié que le roi n'a qu'à laisser l'équipe nationale n'a pas réagi. Donc, il ne montre pas qu'il veut une évaluation de notre football. Mais merci pour tout l'effort que vous finissez. Que Dieu vous donne surtout la santé. Et pour que vous continuiez votre métier. S'il à Dieu, vous pouvez, même si vous quittez ce pays, vous appeler à Canal Plus, vous allez travailler. Inch'Allah. Pourquoi ne pas sur la radio football international, RFI? Merci et bonne émission et bonne chance aux étudiants locaux. Merci à vous pour le soutien aussi. Oui, quelqu'un? Allô? Oui, allô. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous avez un poste radio à côté? Oui. Oui, vous diminuez. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami, votre nom? C'est Coro de Tiaguara. Coro? Oui. Tout va bien? Tout va bien. Ok. Moi, je m'adresse à le monsieur Iko Pala. C'est pas Iko Rodrigue, l'autre Iko. Il y a Iko Rodrigue, il y a Rodrigue Aego. Rodrigue Aego, il fait partie du staff d'organisation de le match demain, n'est-ce pas? Oui. Quand il appelle les supporters de venir nombreux au stade des supporters, n'est-ce pas? Oui. À cause d'une seule chose, quand le supporter vient à 14h, il n'est pas capable de faire l'eau, fallait boire. Et il est là, il ne peut pas critiquer ça parce que c'est Dieu qui organise. Comme ça donne courage pour que les supporters viennent au terrain. Oui, vous voulez dire que la dernière fois, on a dit qu'on ne peut pas rentrer avec l'eau, c'est ça? Les supporters ne peuvent pas rentrer au terrain avec l'eau. Le mardi passé, le match était là. Bien. J'appelle les supporters de venir nombrement à 14h. On va venir de 14h jusqu'à 18h. On ne va pas boire, on ne va pas manger. Oui. Bon, il va vous donner les explications. C'est bon? Mais demain, il faut vraiment aller au stade massivement. Je veux des explications déjà. Oui, il va expliquer. Ça va arriver un moment là, l'organisateur va regarder son match au terrain là-bas. Coro, il va expliquer. Oui, Rodrigue Aego est là. Oui. La dernière fois, on avait dit qu'il n'y avait pas d'eau, on ne pouvait pas rentrer. Bon, oui. Vous savez, dans l'organisation d'un match, la réussite, c'est beaucoup plus sur le plan sécuritaire. Et la sécurité importe. Vous savez, on a vécu quand même beaucoup de choses qui ont conduit à la sanction de ce stade de Kégué au moins 2 fois. Et donc aujourd'hui, connaissant à un moment donné l'état d'âme d'un public, c'est vrai, l'organisateur est appelé à prendre des mesures. Mais je ne vais pas me porter en faux. Peut-être qu'il a vécu la scène, c'est pour ça qu'il le dit. Mais là où je constate par exemple que à l'entrée, juste au niveau de la tribune couverte, je crois qu'à la mi-temps, on vend des canettes, on vend de l'eau, on vend des trucs là-bas sur place. Donc ça ne veut pas dire que quiconque va se déplacer au terrain ne pas trouver de l'eau à boire. Quand vous rentrez directement dans l'enceinte même, vous franchissez les portes, vous rentrez dans l'enceinte avant de prendre les escaliers pour le terrain. Il y a des bonnes dames sur l'esplanade, il y a des bonnes dames qui vendent de l'eau. Un peu de tout. Donc ça veut dire que c'est quand vous tenez l'eau pour arriver, c'est ça qui est mauvais. Des mesures, non, peut-être que ce n'est pas l'eau en sachet, peut-être que c'est l'eau en boîte. Et vous savez que dans un match, on peut jeter des projectiles. Donc, ça rentre dans les mesures sécuritaires. Ce n'est pas une invention de Sergio, ce n'est pas non plus une invention du Togo. Mais ce sont des mesures sécuritaires conventionnelles. Et du moment où on vend de l'eau dans l'enceinte, je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les gens vont mourir de soif en arrivant massivement au terrain. Merci pour les précisions, Rodrigue Aego. Merci d'être venu. Henri Akodo, merci. John Tissot, merci. Ça a été une émission très chaude d'aujourd'hui. Hein. Vous n'avez pas tout suivi. Merci, Mama Uyao, secrétaire général de l'Association des joueurs de foot du Togo. Merci Prosper Agoklou, Iko Rodrigue. Merci Nola Kinaborose. Merci à merci à Mohamed Touré qui était là. Oui, merci à tous.
tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Angelo Folikoué, Roméo Hitor. Merci à Elom Adovon pour la vidéo de cette émission. Théo Ajavon à la mise en onde. Gueuler Inoussa, merci, à bientôt.